Les chariots s'ébranlèrent en direction de Nobira. À l'intérieur, Séol observait les membres du groupe. Il se demandait quelles étaient leurs véritables intentions. Étaient-ils là juste pour la mission ou pour tenter de s'emparer de son équipement? Peu importe. Il décida de rester sur ses gardes. Sangu, détendu, affirma que cette aventure était un jeu d'enfant. Jinkéol, quant à lui, railla la lâcheté de l'employeur, rendant la tâche encore plus aisée. Puis, Sangu se tourna vers Séol, lui demandant quel était son métier. Ce dernier répondit calmement qu'il était un invocateur. Ils commencèrent à se moquer de lui, affirmant que son métier semblait pathétique. Sangu tenta de calmer ses hommes, prétendant qu'il l'embarrassait, mais il riait en le disant. Jinkéol, quant à lui, suggéra que puisque tout le monde était dans un monde fantastique, Séol aurait dû viser plus haut. Sangu s'excusa auprès de Séol, mais son ton moqueur trahissait ses intentions. Il ajouta que, malgré tout, son ami avait les compétences pour justifier son arrogance. Séol soupira intérieurement. Ces types étaient agaçants. L'un d'eux finit par lui demander s'il appartenait à une guilde et Séol répondit qu'il n'en avait pas encore rejoint. L'homme afficha alors un sourire sinistre, suggérant qu'il arriverait un moment où Séol aurait besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Sangu proposa qu'à son retour, Séol devrait envisager de rejoindre une guilde et mentionna qu'eux-mêmes faisaient partie de la guilde des prédateurs et invitèrent Séol à les rejoindre s'il le souhaitait. Séol répondit qu'il y réfléchirait, bien qu'il n'ait aucune intention de rejoindre une guilde qu'il percevait comme un nid de serpents. Dans le contexte de cette aventure de garde pour le transport de Nobira, Séol savait que son deuxième pion n'avait jamais terminé cette mission. Il se souvenait que le niveau de difficulté avait radicalement changé lors de cette épreuve. Des problèmes anormaux étaient apparus à 2 reprises, le même jour, au même moment. La première nuit du voyage, une complication était inévitable, car tout semblait prédéterminé pour mal tourner. La scène bascula à la nuit. Autour du feu de camp, Aden félicita tout le monde pour leurs efforts. Il espérait que la nourriture leur plairait et leur offrit de l'alcool, plaisantant sur sa qualité exceptionnelle. Bien que l'alcool puisse être suspect, tous burent avec enthousiasme. Séol, lui, détecta une odeur étrange provenant de la boisson. Utilisant son pouvoir de main d'ombre, il fit semblant de boire tout en jetant discrètement le contenu. Il savait que tout allait commencer ici. Comme prévu, Aden prit la parole, annonçant soudainement un changement de plan. Sangu demanda si, avant de se rendre à Nobira, il devait faire un détour. Aden confirma, expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix. Pour compenser, il proposa de tripler leur salaire, offrant 600 pièces d'or par personne. Bien que surpris, tous acceptèrent rapidement cette offre généreuse. Soudain, Séol sentit un mouvement sur sa droite. Il tourna la tête et aperçut des flèches qui volaient dans leur direction. Il cria à tout le monde de se mettre à couvert, mais l'un des hommes fut touché à la gorge et s'effondra immédiatement. Sangu et Jinkéol commencèrent à paniquer, criant et demandant ce qui se passait. Pendant ce temps, Séol se protégeait des flèches et observait la scène. Jinkéol remarqua que son ami Jin Sungo ne bougeait plus, et Sangu appela Aden, exigeant des explications. Aden, à genoux, respirait difficilement. Sa colère était palpable. Sangu lui ordonna de parler, mais Aden sortit un couteau, le pointant vers lui. Il expliqua qu'il y avait un canyon à proximité et que, s'ils y perdaient leurs poursuivants, ils pourraient ensuite retourner dans la grande forêt silencieuse où personne ne les trouverait. Il ordonna à Sangu de voler les chariots. Sangu tenta de protester, mais Aden plaça la lame contre sa gorge, lui intimant de se taire et d'obéir, sous peine de mort. Au loin, des hommes à cheval apparurent, armés et prêts à attaquer. Ils donnèrent l'ordre de poursuivre le chariot. Sangu, paniqué, appela son ami Kyungmo, lui demandant de rester concentré. Kyungmo, désespéré, lui demanda s'ils allaient mourir ainsi. Pendant ce temps, Séol se préparait, et un parchemin apparut, indiquant que les objectifs de la mission avaient changé. Il s'agissait désormais d'une course-poursuite en chariot. Alors qu'il fuyait, Jinkéol, pris de panique, cria que cette aventure était censée être facile. Comment allait-il s'en sortir? Sangu se tourna vers Séol, lui proposant une alliance temporaire. Ce dernier répondit d'un ton glacial, demandant pourquoi il le ferait. Sangu dégaina son épée, insistant sur la gravité de leur situation. Cependant, leurs visions commencèrent à se troubler, et ils tombèrent, incapables de se relever. Ils accusèrent Séol, qui répliqua qu'il n'aurait jamais dû boire quelque chose offert par un étranger. Sangu se dit alors que Aden et Séol avaient certainement tout planifié depuis le début. Pendant ce temps, les cavaliers approchaient dangereusement des chariots, armes dégainées. Séol invoqua l'un de ses ombres, et un géant nommé Jamad fit son apparition. À la vue de cette figure imposante, Jinkéol et Sangu furent pris de stupeur.
Ils reconnurent immédiatement Jamad, le chef des trolls des montagnes, une créature qu'ils avaient renoncé à affronter. Comment Séol avait-il pu le convoquer? Alors que les hommes approchaient, Jamad, massif et imposant, observa la scène. La situation ne semble pas bonne, commenta-t-il. Séol acquiesça calmement. Ça n'en a pas l'air, mais attends de voir. Jamad, trop grand pour le chariot, se tenait à l'écart tandis que Sangu et Jinkéol imploraient Séol de ne pas les abandonner. Ils le suppliaient, rappelant que la guilde ne le laisserait pas tranquille s'il partait sans eux. Mais Séol, indifférent, n'avait aucune intention de s'associer à eux. Aden, quant à lui, menait le convoi. En apercevant des cordes tendues sur leur chemin, il cria à ses hommes de se tenir prêts. Les chevaux, lancés à pleine vitesse, trébuchèrent sur les cordes, provoquant un retournement brutal des chariots. Parmi les débris, Aden se releva, haletant, son épée dégainée. Il hurla à ses hommes, « Si vous êtes vivants, relevez-vous. C'est la guerre. Préparez-vous à combattre. » Un homme s'approcha alors de lui, le désignant comme Aden avant de se corriger. « Cujo, pensais-tu pouvoir nous échapper ?» Cujo, défiant, répliqua, « Tu ferais mieux de te taire. » L'homme rit, comparant sa langue à celle d'un serpent, et suggéra qu'il aurait dû tenter de discuter avec Sir Borgo. Cujo, furieux, expliqua qu'il n'appréciait pas la façon dont il était traité et qu'il avait décidé d'engager un véritable combat. Il proposa à ses adversaires de se joindre à lui, promettant un meilleur traitement que sous Borgo. L'homme, sceptique, demanda à Cujo s'il pouvait vraiment les protéger de la vengeance de Borgo. Devant son silence, il éclata de rire et décréta « Alors meurs ». Il exigea de savoir si Cujo avait en sa possession une copie traduite de la carte. Cujo admit qu'il l'avait, mais déclara qu'il ne la prendrait pas tant qu'il vivrait. L'homme lui souhaita un adieu anticipé, affirmant que la carte reviendrait à son véritable propriétaire. Le combat éclata entre les hommes encore debout et leurs poursuivants. Pendant ce temps, Jamad, observant de loin, s'adressa à Séol. « Tu comptes rester en retrait ?» Séol, serein, répondit « J'ai déjà vécu cette aventure 2 fois. Je connais la vérité. Elle est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. » Séol expliqua que Borgo, célèbre parmi les chasseurs de ruines de Nobiro, avait un rôle et un nom différents dans chaque version de cette histoire. Cujo, un de ses subordonnés, avait découvert une autre carte des ruines et tenté de la traduire en secret. Mais Borgo avait découvert sa trahison et l'avait poursuivi jusqu'à Cori. Pour ouvrir l'entrée des ruines, la traduction révélait qu'il fallait 5 sacrifices humains. Cujo, n'ayant pas de véritable garde, avait empoisonné l'alcool pour transformer ses compagnons en victimes dociles. Alors que Cujo affrontait un adversaire, il le poignarda en pleine poitrine. L'homme, bien qu'agonisant, riposta en l'éborgnant. Cujo, désormais aveugle, hurla à la mort. Il entendit des pas approcher et, désespéré, implora de l'aide. « Tu es déjà mort », déclara froidement Séol. Cujo rit amèrement, acceptant son sort, et tenta d'intriguer Séol en mentionnant une histoire captivante. Séol refusa d'écouter, préférant voler la carte que Cujo avait sur lui. Examinant la carte, Séol remarqua des différences dans la traduction. Cujo, hilar malgré ses blessures, insinua que Séol finirait par succomber à la tentation du trésor, tout comme lui. Mais Séol, déterminé, répliqua qu'il contrôlait ses désirs. Il choisit d'aller lui-même aux ruines après avoir récupéré la carte. Parmi les débris du chariot, Jinkéol et Sangu, toujours vivants, entendirent des chevaux approcher. Incapables de bouger, ils levèrent les yeux avec appréhension. Un homme arriva, accompagné de ses subordonnés. Ils fouillaient les lieux et l'appelèrent « Sir Borgo ». En fouillant les débris, les hommes informèrent avoir trouvé celui qu'ils pourchassaient. Borgo s'approcha lentement des débris et découvrit Cujo, gisant au sol. Le soulevant par la tête, il fouilla ses vêtements, cherchant la carte. Ne la trouvant pas, il éclata de rire, une rage glaciale dans les yeux. En lançant Cujo sur le côté, Borgo déclara d'un ton glacial que la carte n'était pas là, tout comme la traduction. L'un de ses hommes, intrigué, lui demanda ce qu'il comptait faire. Borgo tourna son regard vers Jinkéol et Sangu, qui imploraient pitié. Fixant Sangu, il exigea qu'il dise la vérité sur la carte. Sangu, terrifié, balbutia qu'il n'en savait rien. Borgo, irrité, lui asséna un coup de hache. Jinkéol poussa un cri d'horreur en voyant la tête de son compagnon au sol. Borgo se retourna vers lui, les yeux emplis de mépris. Jinkéol, paniqué, révéla qu'il ignorait où se trouvait la carte, mais qu'un homme nommé Snowman, qui voyageait avec eux, l'avait probablement emportée. Si son cadavre n'est pas ici, alors il doit être celui qui l'a prise, expliqua-t-il d'une voix tremblante. L'un des hommes confirma qu'une personne s'était effectivement échappée,
Mais les deux poursuivants envoyés avaient été tués presque instantanément. Borgo, agacé, pressa Junkéol. « Y a-t-il autre chose que tu caches ?» Junkéol hésita, puis ajouta que Snowman était un invocateur. Borgo, intrigué, murmura que c'était intéressant, mais avant que Junkéol puisse en dire plus, sa tête fut tranchée nette. Borgo ordonna à ses hommes de poursuivre Snowman, leur interdisant de le perdre à tout prix. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. Les choses deviennent intéressantes. Pendant ce temps, Séol venait d'arriver devant les ruines. Descendant de son cheval, il observa les alentours et reconnut la configuration familière des 3 pierres disposées en cercle. « C'est ici » murmura-t-il en approchant d'une statue de bronze. Il se souvint qu'il fallait la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand il le fit, 3 orbes se mirent à briller et à se déplacer, formant une figure semblable à la Triforce. Le portail des ruines s'illumina. Séol, excité, avança vers l'entrée. Mais une notification l'interrompit. Borgo venait d'activer une capacité spéciale. Un projectile vola en direction de Séol, mais Jamad émergea soudain et l'intercepta d'une main puissante. Borgo, observant de loin, fut surpris. Il l'a bloqué, murmura-t-il. Avec cette capacité, il pouvait toucher sa cible même s'il ne la voyait pas. Jamad brisa le projectile d'un geste sec et prévint Séol que les poursuivants étaient proches. Séol s'avança vers l'entrée des ruines, baptisée la salle des contraintes, tandis qu'une nouvelle notification lui indiquait qu'il avait survécu à l'embuscade, augmentant ses récompenses. Récapitulons certains des événements. Aden, le commanditaire de la mission, n'était pas un marchand, mais un imposteur. L'objectif n'avait jamais été de livrer des marchandises, mais de protéger un secret caché dans ses ruines. Dans la salle des contraintes, Séol se retrouva face à une nouvelle énigme. Selon la carte de Aden, il fallait sacrifier 500 pour ouvrir la porte. La plupart auraient compris qu'il fallait offrir 5 vies humaines, mais Séol, observant les détails, déchiffra correctement. Ce n'est pas 5 vies, mais 5 gouttes de sang. Avec confiance, il entailla légèrement sa main, laissant le sang tomber. La porte s'ouvrit lentement. Les dieux spectateurs, ébahis, le félicitèrent en lui envoyant une pluie de donations. Mais à l'extérieur des ruines, Borgo et ses hommes entraient à leur tour dans les ruines. Ils avancèrent avec détermination. Devant la porte, Borgo demanda à son subordonné, Kirzin, lui demandant de déchiffrer et d'ouvrir la porte. Kirzin lui fit savoir que les traductions de Kujo Aden étaient incorrectes. Puis en avançant vers le lieu du sacrifice, il vit les gouttes de sang et comprit aussitôt que Séol avait compris le bon code. Borgo, intrigué par la performance de Séol, commença à s'interroger. Comment cet homme a-t-il pu trouver la bonne traduction? Il fixait son subordonné, Kirzin, d'un regard intimidant, exigeant des explications. À ce même moment, Séol reçut une notification l'informant que Borgo était à présent dans les ruines et en avait après lui et son trésor. Borgo avançait d'un pas déterminé et prêt à régler son compte à Séol. Peu de temps après, Séol arriva devant un mur gravé d'un texte dans une langue ancienne. Les inscriptions disaient « Pratiquez l'humilité et la retenue. Exprimez votre gratitude pour la grâce infinie de la main qui vous guide. » Une nouvelle série d'options lui fut présentée, et il choisit de tenter une interprétation. Séol se rappela qu'il avait déjà choisi cette option auparavant, ce qui signifiait qu'il devait montrer de la courtoisie, soit en priant, soit en s'inclinant. Il lança une pierre devant lui, constatant qu'il n'y avait aucune réaction. Rassuré, il déclara que le chemin était sûr, tout comme il s'en souvenait avec son deuxième personnage. Si ses souvenirs étaient justes, le portail devant lui ne poserait aucun problème. Pendant ce temps, le groupe de Borgo progressait dans les ruines. Borgo demanda à Kirzin où était Snowman. Le regard de Kirzin vacilla. « Il n'est pas là », murmura-t-il nerveusement. Les autres hommes grognèrent que c'était évident. Kirzin avait dû s'allier à Kujo. Sans cela, il aurait été impossible qu'il les devance. Kirzin s'écria que ce n'était pas vrai, mais ses compagnons le harcelèrent, affirmant qu'il paierait s'il continuait à accumuler du retard. Borgo mit fin à leur dispute d'un geste de la main et ordonna à Kirzin de leur indiquer la marche à suivre. Kirzin consulta précipitamment ses notes et expliqua qu'il devait ramper sur le sol, comme s'il se prosternait. Borgo le fixa avec méfiance. « Tu es sûr ?» Kirzin tenta de justifier ses instructions, mentionnant des pièges à flèches difficiles à désamorcer. Malgré des doutes, Borgo ordonna à ses hommes d'avancer en rampant. L'un de ses conseillers suggéra d'envoyer un éclaireur pour confirmer les dangers, mais Borgo refusa. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse prendre de l'avance sur lui. Alors, ils progressèrent tous en rampant. Kirzin, terrifié, murmurait pour lui-même qu'il devait survivre à Borgo coûte que coûte. Mais alors qu'ils avançaient, il se figea. « Attendez », dit-il brusquement.
Borgo s'arrêta et lui lança un regard glacial. Kirzin avoua qu'il avait peut-être mal interprété les indices. Si Snowman avait atteint un point central, il pouvait manipuler les mécanismes des portails qu'il avait déjà traversés. À peine avait-il terminé ses propos que des flèches fusèrent des murs, touchant les hommes. Certains tentèrent de se protéger avec des boucliers, mais beaucoup tombèrent, criblés de projectiles. Borgo serra les poings en frappant le sol, furieux. Son conseiller fit le bilan. 7 hommes étaient morts, et parmi eux, Kirzin, leur expert. Toute leur connaissance des ruines venait de disparaître avec lui. Malgré la perte, Borgo éclata d'un rire sinistre. Snowman. Il est vraiment un adversaire digne. Pendant ce temps, Snowman s'éloignait d'un levier qu'il venait de manipuler. Une notification lui indiqua que ce levier contrôlait les portails précédents et qu'il les avait tous activés. Il atteignit le 5e portail et reconnut une pièce secrète, sans porte visible. Son sens de la perception s'activa, détectant des pièges à proximité. Il réfléchit aux options proposées et choisit d'avancer immédiatement. Fermant les yeux, il murmura les paroles inscrites sur le mur. « Parcours la distance de ton cœur, les yeux clos ». Cela semblait insensé, mais il savait que c'était la solution. Selon ses calculs, le chiffre 8, lié à la déesse mystique Izmocan, représentait le nombre de pas à effectuer. Avec assurance, il commença à marcher, comptant chaque pas en silence. Juste après son 8e pas, il ouvrit les yeux. Une lumière dorée émana du mur, révélant une ouverture. Il avait franchi le 5e portail et, sans perdre de temps, s'élança à travers les suivants, jusqu'au 8e étage. Les spectateurs de son exploit, en ligne, l'inondèrent de donations. Enfin, il atteignit un couloir étroit et il ne restait qu'un seul portail, le dernier. Il savait qu'il se rapprochait de son 2e fragment, un souvenir précieux. Celui-ci était lié à un homme nommé Ziliak, un chasseur de ruines. Ziliak était un colosse de plus de 2 mètres, avec une barbe hirsute et un sourire chaleureux. Malgré un passé difficile, il avait surmonté les épreuves avec courage. Séol avança, persuadé que les traces de Ziliak subsistaient au 10e portail. Il entra dans une salle, qu'il nomma la salle de lumière. Là, il vit 4 miroirs immenses au centre de la salle. L'histoire nous ramène à Borgo, et on voyait certains de ses compagnons giser au sol transpercés de flèches. Près des cadavres, un homme tenta d'avancer prudemment, comptant ses pas. Mais au 7e, il ouvrit les yeux et une flèche l'atteignit à la tête, et il s'effondra. Borgo déclara que le prochain s'avance. Tous étaient terrifiés à l'idée d'avancer dans cet endroit. À ce se rappelait que selon Kirzin, le nombre de pas à effectuer se situait entre 5 et 10. Borgo avait presque tout réglé, et sa détermination à en finir avec Snowman était palpable. Pendant ce temps, Séol murmura « C'est ici ». Il regarda autour de lui, cherchant des indices. Soudain, son regard se posa sur quelque chose, un corps affaissé contre un mur. En s'approchant, il réalisa que c'était Ziliak. Une étrange sensation s'empara de lui, la même qu'il avait ressentie en trouvant les traces de son premier fragment. Il s'agenouilla près du corps, posa une main sur son genou, et une violente douleur pulsa dans sa tête. Une inscription apparut alors devant lui, « L'héritage de Ziliak commence ». Des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Séol. Il voyait Ziliak, imposant et sûr de lui, se vantant d'avoir percé tous les secrets des ruines. Les images s'intensifièrent, Ziliak avançant, comptant ses pas, riant malgré une flèche plantée dans son abdomen. Il regardait le plafond orné d'une fresque et proclamait que Izmocan, le dieu de la lumière, était ingénieux. Il espérait qu'une autre âme courageuse le précéderait, avant d'appeler désespérément dans le vide « Y a-t-il quelqu'un » Séol, submergé par ses mémoires, se mit à trembler. Une nouvelle inscription apparut « Vous avez hérité du souhait inachevé de Ziliak ». Avec cet héritage, ses capacités s'améliorèrent. Il pouvait désormais détecter plus facilement les secrets et les pièges, et ses récompenses augmenteraient s'il était le premier à franchir une ruine. Le corps de Ziliak se dissipa lentement, ne laissant derrière lui que son écharpe rouge. En enfilant l'écharpe, Séol murmura qu'il poursuivrait la mission de Ziliak. Il étudia en détail la salle de la contrainte et réalisa que les miroirs en étaient la clé. L'image que Ziliak contemplait avant sa mort, celle de la déesse Izmocan au plafond, était essentielle. Séol ajusta les miroirs pour qu'ils reflètent tous la fresque du plafond. Une lumière intense emplit la salle. Puis en posant une main sur son cœur, Séol récita avec une voix pleine de détermination. « Izmocan, je te confie la lumière de la nature. Ouvrez-moi la voie, je vous prie. » Les miroirs activèrent un mécanisme et un escalier en spirale apparut, menant à un niveau supérieur. Séol franchit le dernier portail de la salle de la contrainte, acclamé par ceux qui suivaient son périple en ligne. Certains disaient qu'ils avaient l'impression de regarder un film.
Il monta les escaliers et arriva devant une porte et, en entrant, il vit une salle baignée de lumière, avec une statue imposante en son centre. La statue prit la parole. « Étranger, bienvenue dans le sanctuaire de Izmokan. » Séol remercia la statue, et celle-ci répondit « Izmokan t'offrira un cadeau. Choisis bien. » Des trésors se mirent à jaillir des murs, or, bijoux, artefacts anciens. La tentation était forte, et Séol se sentit comme Aladin devant la caverne aux merveilles. Pourtant, il activa sa perception, augmentée temporairement par ses exploits précédents. En scrutant les trésors, il réalisa que son choix devait être réfléchi. Les spectateurs lui suggéraient de prendre des armures pour Karuna, mais Séol tendit la main vers un simple bandana. Une vague de confusion s'empara de l'audience. Pourquoi avait-il choisi cet objet? La statue lui demanda s'il était sûr de sa décision. Séol hocha la tête et confirma. L'objet s'appelait le bandeau de la perception. Il expliqua que dans Pandéa, il existait un clan doté d'yeux spéciaux aux capacités uniques. Ces yeux permettaient d'acquérir diverses aptitudes et de débloquer des événements particuliers. Il n'en revenait pas d'avoir obtenu cette opportunité si tôt dans le jeu. Si c'était bien les yeux de la perception, cela lui serait extrêmement utile. La statue lui demanda s'il en désirait davantage de trésors. Séol répondit par la négative. La statue ajouta que Izmokan récompensait ceux qui pratiquaient la modération, et une boîte de récompenses supplémentaire apparut. Séol se dit alors que le fait que coffre soit apparu près des pièces est assez prompteur. Mais avant d'ouvrir le coffre, il décida de tester son bandeau immédiatement. En se couvrant les yeux, une sensation de brûlure intense le traversa. Un anneau doré se forma autour de ses yeux. Il tomba à genoux, submergé par une douleur insupportable, comme si son crâne était en feu. Le bandeau s'enflamma lentement avant de disparaître. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il comprit qu'il avait débloqué les yeux de la perception. Sa vision s'améliorait, et il pouvait désormais voir les statistiques des monstres d'élite. Plus il s'entraînerait, plus ses capacités se renforceraient, avec une chance de dévoiler les descriptions des objets. Il regarda autour de lui, émerveillé. Le monde semblait totalement différent. Bien que la douleur ait été insoutenable, il était désormais capable d'éviter les pièges du hasard. Un bruit attira son attention. Borgo, tenant sa hache, se tenait non loin. Il gronda qu'il avait enfin trouvé Séol. « Tu n'es pas encore parti, vermine » cracha-t-il. Séol lui demanda où étaient les autres, mais Borgo ignora la question. « C'est moi qui pose les questions, et toi, tu réponds, avant de mourir. » Il ajouta que cela ne suffirait pas et qu'il éparpillerait ses membres dans un champ. Séol lui demanda s'il n'en restait que 2 d'entre eux. Borgo s'énerva. « J'ai déjà dit que c'est moi qui pose les questions. » Son conseiller intervint alors, fasciné par les trésors environnants. Il incita Borgo à tout prendre. Mais ce dernier, furieux, l'abattit d'un coup violent. « Ne touche pas à mon trésor, » rugit-il. Séol, calme, lui dit qu'il était miraculeux que Borgo soit arrivé jusque-là. Hors de lui, Borgo lui ordonna de se taire, affirmant qu'il prendrait tout, y compris sa vie. Séol lui lança comme un défi, qu'il essaie de tout prendre s'il en est capable. Il commença à ramasser frénétiquement des trésors, s'équipant d'une armure et d'un casque qui semblaient se fusionner à son corps. Avec ce pouvoir, je vais t'écraser, hurla-t-il. Séol répondit tranquillement. Personne ne t'a dit le nom de cet endroit, n'est-ce pas? Soudain, la statue derrière Séol libéra une aura menaçante. Son visage se transforma progressivement en celui d'un démon. Une voix grave résonna. Les personnes avides qui ne pratiquent pas la modération en paieront le prix. Le temple entier se mit à trembler. Borgo éclata de rire. La cupidité est ce qui me motive. Si je n'étais pas avide, je ne serais jamais venu ici. Personne ne peut me punir. Mais à cet instant, un éclair jaillit de la statue, frappant Borgo de plein fouet. Il s'effondra au sol. Une inscription apparut devant Séol. Borgo est désormais sous la malédiction de Izmokan. Borgo se releva, un rire sinistre s'échappant de ses lèvres. Bien que sa régénération ait drastiquement augmenté, toutes ses statistiques avaient chuté de 50%. Il n'avait plus aucun contrôle sur son propre corps. Lorsqu'il lança son arme sur Séol, ce dernier l'esquiva aisément. « Je peux désormais voir la trajectoire », murmura-t-il, grâce à ses yeux de la perception. Borgo chargea, mais un choc brutal résonna. Une silhouette se dressait devant Séol, Jamad. Borgo, un homme incapable de contrôler son propre corps, déclara Jamad avec mépris. Borgo rugit, libérant une aura rouge menaçante. Jamad, imperturbable, l'attrapa avec une chaîne et l'entraîna dans un duel de force. Peu à peu, Jamad prit l'avantage, brisant le bras de Borgo avant de le projeter violemment contre un mur.
Borgo hurla de douleur, son bras arraché laissant une flaque de sang à ses pieds. La statue ordonna à Borgo de se relever et de protéger la salle. Immédiatement, son bras se régénéra, et, bien que visiblement affaibli, il se remit debout en toussant. « Je suis invincible », déclara-t-il, « et je dois protéger mes trésors. » Séol observa la scène en silence, alors qu'un dernier cri de Borgo résonnait dans le temple. Face à lui, Jamad, le poing transformé en pierre, se préparait à frapper. « Tout ce que j'ai à faire, c'est te réduire en miettes jusqu'à ce que tu ne puisses plus te relever. » Mais Borgo, perdu dans son obsession, hurla qu'il ne fallait pas toucher à ses trésors. Il tenta de bloquer les coups de Jamad, mais chaque impact devenait de plus en plus difficile à encaisser. Un parchemin apparut soudain, annonçant que la compétence d'utilisation de trésors de Borgo était activée, établissant une connexion. Séol avertit rapidement Jamad du danger imminent, mais Borgo, utilisant sa compétence spéciale coup fatal, prépara une attaque dévastatrice. Il brandit son marteau, menaçant, et lança un puissant coup qui envoya Jamad s'écraser contre un mur, subissant de lourds dégâts. Séol analysa rapidement la situation, conscient de la gravité du moment. Borgo, se tournant vers lui, déclara d'un ton menaçant « Il ne reste plus que toi. Vas-tu sacrifier ta vie pour rien ?» Malgré la situation, Séol esquissa un sourire. Intrigué, Borgo demanda pourquoi il souriait. Avant de conclure qu'il comprenait « Toi aussi, tu souris quand tu es en colère, hein ? Tu dois être furieux de savoir que tu vas mourir. » Mais Séol, toujours calme, répondit « Je n'ai pas encore perdu. » Une nouvelle activation de la compétence fabrication de trésors permit à Borgo de matérialiser une épée qu'il dirigea vers Séol, le traitant d'insignifiant. Avant que l'attaque ne puisse aboutir, Jamad, avec une force renouvelée, se propulsa depuis le sol et apparut face à Borgo. Il attrapa son poignet avec une poigne implacable, écrasant ses os comme s'il tordait un tube de pâte. « Les imbéciles avides n'éprouvent pas de peur », déclara Jamad, un sourire narquois sur les lèvres. D'un mouvement brutal, il écrasa l'orteil de Borgo avant de lui arracher les bras et de les jeter au sol. « Relève-toi. C'est tout ce que tu as. » Borgo, hurlant de rage, régénéra ses membres et invoqua une lance, prêt à riposter. « Je vais tuer ce troll sauvage, » rugit-il. Mais Jamad, imperturbable, répliqua. « Si tu avais croisé un vrai troll, tu n'oserais pas parler ainsi. » Borgo lança sa lance avec rage, mais Jamad la dévia avant de parer une attaque double avec ses poings. « Tu es enthousiaste, mais complètement désorganisé, » commenta Jamad, avant de frapper Borgo en pleine poitrine. Borgo, crachant du sang, demanda ce qu'était vraiment Jamad. Celui-ci répondit simplement « Je suis moi ». Borgo, confus, rétorqua que cela n'avait aucun sens qu'il perde. Jamad lui expliqua avec calme « Le monde est rempli de choses incompréhensibles. C'est ce qui le rend intéressant. » Refusant de céder, Borgo invoqua une pluie de trésors suspendus dans les airs avant de déclencher à nouveau sa compétence coup fatal. Tandis qu'il se précipitait pour attaquer, Séol cria un avertissement à Jamad. Ce dernier, recouvert de son armure de pierre, bloqua tous les assauts sans broncher. Borgo, stupéfait, se retrouva impuissant lorsque Jamad lui saisit l'épaule et transperça son torse avec une arme, lui demandant « Tu as fini de régénérer ?» Paniqué, Borgo se mit à pleurer et à supplier qu'on arrête. Mais Jamad, impitoyable, posa sa paume sur sa tête, concluant « Au final, tu dis la même chose que tous les autres. » Borgo éclata dans un rire hystérique avant que Jamad ne mette fin à tout en écrasant sa tête, révélant que la véritable menace était un fantôme Ismokan qui possédait Borgo. Un parchemin apparut alors, indiquant que Jamad avait vaincu un fantôme de Ismokan, gagnant ainsi un titre de chasseur de fantômes et des récompenses supplémentaires. Séol observa la scène avec admiration. « Comme prévu, » dit-il. « Jamad est l'un des trolls les plus puissants de l'histoire. Il n'aurait jamais pu perdre contre un simple chasseur de ruines. » Jamad s'éloigna, stoïque, comme une véritable légende, tandis que les spectateurs virtuels acclamaient son nom avec effusion. Un coffre apparut laissant échapper une lumière dorée, un cadeau Ismokan, renfermant des points d'expérience et une armure purifiée. Séol, en examinant l'armure purifiée, déclara qu'il ne s'attendait pas à la recevoir dans un tel état. Pendant ce temps, la statue reprit son apparence normale, se mettant à briller intensément. Elle prononça ces mots. Avec une grande avidité, il faut une volonté ferme. La compétence prédateur des ruines de Séol s'activa, lui octroyant des récompenses supplémentaires. Il était surpris, mais la statue continua de parler alors qu'elle se fissurait, libérant une lumière dorée. Tu es comme de l'acier, avec un cœur froid animé d'un feu intérieur. Ne te contente pas de retenir ta lumière, disperse-la. Tu brilleras dans ce monde.
D'un éclat final, la statue explosa. Un parchemin apparut, indiquant qu'un changement mineur avait eu lieu. Le point de pierre accumulait désormais une puissance divine, et Jamad avait acquis le titre de guerrier puissant d'Izmokan. Bien que satisfait, Jamad semblait légèrement inquiet. Séol remarqua son hésitation et expliqua que cela faisait sens, car Jamad avait servi le dragon terrestre Tancride. Recevoir une bénédiction d'un dieu inconnu pouvait naturellement le troubler. Malheureusement, le casque de Borgo lui était inutile, et Séol n'avait d'autre choix que de le stocker dans son inventaire pour un usage futur. L'armure de Borgo, bien qu'étant de rang monstre comme le casque, avait résisté aux coups de Jamad. Cela confirmait sa qualité. Séol expliqua alors que, dans Pandéa, l'équipement allait généralement de pauvre à commun, puis à spécialité, rare ou qualité trésor. La qualité trésor était considérée comme la plus élevée pour le début du jeu. Cependant, même au sein de cette catégorie, il existait des niveaux comme monstre, relique divin ou incomparable. Les objets de ces niveaux possédaient des forces similaires à ceux de la qualité trésor, mais avec des subtilités propres. L'armure purifiée pouvait désormais être portée, mais selon les règles de Pandéa, Jamad, qui était un chaman, n'était pas autorisé à porter des armures lourdes, alors Séol céda l'armure à Karuna. Avant de quitter les lieux, Séol examina un dernier objet, le point de pierre, qui offrait un bonus de dégâts supplémentaires et un renforcement pour les alliés. Un avantage stratégique indéniable. Les titres qu'il avait obtenus étaient également précieux. Séol, satisfait, constata qu'il avait bien fait de faire confiance à son instinct et de patienter à attendre l'arrivée de Borgo. Avec un score atteignant presque 600 000 points, il restait largement en tête du classement, doublant le second. Le chat explosa de commentaires enthousiastes, impressionné par l'écart colossal entre lui et ses concurrents. De retour à Kongori, Séol se téléporta dans une rue déserte. Il remarqua le silence ambiant et supposa que personne d'autre n'avait terminé son aventure en même temps que lui. Décidant de rentrer chez lui pour se reposer, il remarqua qu'on le suivait. Il sentit une présence et se demanda si elle appartenait à la guilde des prédateurs, supposant qu'ils auraient pu apprendre la mort de leurs membres. Mais il balaya cette idée, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un inconnu. Puis soudain Séol se mit à courir pour sortir du champ de son poursuivant. En tournant un coin, un homme apparut, visiblement en train de le poursuivre. Avant qu'il n'ait le temps d'agir, Karuna surgit, plaçant une lame sous la gorge de l'homme. Séol demanda calmement « Pourquoi me suis-tu » L'homme, nerveux, fixa la lame. Séol ajouta « Ce n'est pas parce que tu restes silencieux que je ne découvrirai pas la vérité. » L'homme finit par céder, avouant qu'il savait qu'il était le joueur dont le nom est mis en privé. « Vous êtes premier au classement, et vous êtes le seul à avoir franchi l'entrée lorsque les scores ont changé, » expliqua-t-il. Séol demanda alors pourquoi il l'attendait. L'homme, implorant, répondit qu'il avait besoin de son aide. Il le supplia de l'écouter. Peu de temps après, les deux se trouvaient dans une taverne. L'homme lui révéla sa main noire, comme gangrenée. Séol, intrigué, observa curieusement. On dirait qu'elle pourrit, mais non, c'est trop lisse et solide pour être une simple gangrène, pensa Séol. L'homme expliqua alors qu'il s'appelait Yewo et qu'il avait rencontré un fantôme qui l'avait maudit. Il parla de ses deux sœurs, une aînée et une cadette. Il s'interrompit, l'air triste, précisant que son aînée était décédée. Il raconta son histoire. Lors de leur deuxième aventure, pendant la quête des 5 frères, sa sœur avait chuté d'une falaise. Il avait essayé de la retenir, mais son bras s'était mis à trembler. Sa sœur, comprenant la gravité de la situation, lui avait dit de lâcher prise pour ne pas mourir avec elle. « Elle m'a confié notre petite sœur, Nowell », murmura Yewo, les yeux embués de larmes. Depuis ce jour, sa sœur apparaissait chaque nuit dans ses rêves. Séol observa, pensif, comprenant peu à peu l'ampleur de la malédiction qui pesait sur lui. Il expliqua que cette main fantôme ne pourrait être pleinement utilisée que si elle était purifiée par un grand prêtre. En d'autres termes, c'était littéralement la main d'un fantôme. Mais si Yewo pouvait récupérer sa main des griffes de ce spectre, ce pouvoir deviendrait un atout inestimable. Séol lui demanda alors s'il souhaitait retrouver sa main normale. Yewo secoua la tête. « Non, c'est ma culpabilité et mon regret. Ce que je veux vraiment, c'est aider ma sœur. » Il poursuivit en expliquant que sa jeune sœur s'était éloignée de lui après avoir rejoint une guilde. Séol demanda laquelle. « La guilde de la justice », répondit Yewo. Intrigué, Séol avoua qu'il n'en avait jamais entendu parler. Yewo expliqua que cette guilde avait été formée dès le début du jeu. Il prétendait que leurs membres avec le score le plus élevé étaient à leur tête, mais cela ne pouvait être vrai puisque le numéro 1 était Séol lui-même. Yewo ajouta que, dans cette guilde,
Les membres étaient organisés selon les caprices des officiers. Quiconque s'opposait à eux risquait la mort. Pire encore, la guilde forçait parfois ses membres à quitter le pays de manière imprudente. Séol, sceptique, répliqua que ce n'était peut-être que des rumeurs. Mais Yewo insista. Il avait confirmé ces faits grâce à sa sœur Noel, et elle était en danger. Il supplia Séol de l'aider à la sauver. Mais Séol, impassible, lui répondit qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait l'aider. Surpris, Yewo le fixa, cherchant une explication. Séol continua, calmement, « Je ne suis pas un héros de la justice. Chacun a ses raisons, et je n'ai pas de temps à perdre en dehors de mes propres objectifs. » Les poings serrés, Yewo se frappe à la table et s'écria. « Pourquoi? Tu es si fort. C'est évident, vu ton score d'aventure, qui est 2 fois supérieur à celui du deuxième. » Séol se leva, le regard perçant. « Je ne suis pas devenu fort pour aider ceux qui se cachent derrière la force des autres en attendant d'être sauvés. Tu dois trouver un moyen de sauver ta sœur toi-même. Je ne peux pas sauver tout le monde. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Séol se tourna une dernière fois. « Ta main, elle n'est certainement pas noire à cause d'une malédiction. Pour résoudre le problème de ta sœur, tu dois d'abord te débarrasser de ta culpabilité. » Peu de temps après, Séol se trouvait à son logement. Cependant, une pensée le rongeait. La main fantôme de Yewo pourrait être un atout considérable pour l'avenir. Après avoir cogité un moment et mûrement réfléchi, Séol se dit que ça devrait aller s'il aidait un peu Yewo. Puis il se rendit à la guilde d'information. Séol se rendit à une guilde de l'information, un lieu caché dans un vieux bar. Une voix anonyme lui dit qu'ils ont un grand nombre d'informations. Séol demanda toutes les mauvaises rumeurs sur la guilde de la justice, payant 150 pièces d'or pour le service. Un rouleau parchemin lui fit donner contenant les informations demandées. En ouvrant le papier qui lui fut remis, il découvrit que tout ce que Yewo lui avait dit était vrai, mais les dessous de cette guilde étaient encore plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Intrigué, il demanda des informations sur la guilde des prédateurs. Après avoir payé 100 pièces d'or supplémentaires, il lut les détails avec attention. « C'est encore plus grave que je ne le pensais », murmura-t-il. Quand il interrogea l'informateur anonyme sur leur inaction face à ces situations, on lui répondit qu'il n'intervenait que si un citoyen de Pandéa était directement menacé. Séol, frustré, réalisa que leurs règles leur permettaient de fermer les yeux sur de nombreuses atrocités. En brûlant les documents après lecture, il confia à l'informateur une dernière mission, suivre une cible pendant une semaine. Après un rapide échange d'or et d'instructions, Séol quitta les lieux. Entre-temps, étant sous surveillance, on voit un Yewo, déterminé, ajuster son bouclier. Quelque temps après, Séol retourna vers l'arbre des compétences. On lui demanda ce qui l'amenait ici aujourd'hui. Il expliqua qu'il avait entendu parler d'une invocatrice d'ombre, mais l'homme en face de lui répondit que cela appartenait au passé. L'invocateur, connu sous le nom de Chayo, avait disparu après s'être rendu à Nobira. Ce lieu était connu pour abriter de nombreuses personnes malveillantes. Bien qu'il ne s'inquiète pas trop pour Chayo, étant donné sa puissance, l'incertitude restait présente. Le système proposa des actions à Séol qui réfléchit un moment et se dit qu'il n'était pas obligé de choisir la 5e option pour l'instant, mais cela était lié à un épisode d'illumination qui ne se débloquerait qu'après 6 aventures supplémentaires. Ignorer cette opportunité risquait de compromettre ses chances de terminer cet épisode à temps. Il choisit finalement la 5e option et demanda s'il pouvait aller à la recherche de Chayo pour eux. L'homme était surpris, mais accepta immédiatement. Le système notifia Séol que l'aventure cachée « Invocateur disparu » venait d'être activée. Séol ajouta qu'il souhaitait aussi renforcer ses compétences et l'homme ouvrit une porte. Sans traîner, Séol entra immédiatement pour renforcer ses compétences. Car c'était la principale raison de sa venue. Avec 4 points de compétences en main, il décida d'améliorer sa compétence principale, Invocation d'ombre. Désormais, il pourrait invoquer 2 créatures simultanément, et s'il invoquait une nouvelle ombre d'un cadavre, elle conserverait 50% de ses capacités. De plus, chaque invocation bénéficierait d'un bonus d'expérience de 10%. Avec ça, je deviendrai une armée à moi seul, murmura-t-il. En imaginant utiliser ces 2 invocations qui étaient tous 2 de niveau boss. Il se rappela les paroles de Yewo. Il réalisa que sa progression avait atteint un plafond dans cette région. Une fois qu'il aurait réglé ses affaires avec la guilde des prédateurs, il devrait partir pour chercher de nouveaux défis. Le lendemain dans une auberge, des murmures s'élevaient. Les clients parlaient de la mort de Jinkéol, Sangu et de tous leurs compagnons. Au sein de la guilde des prédateurs, un homme demanda à leur chef, White Shark, ce qu'il devait faire. White Shark, un cigare entre les doigts, demanda qui avait vaincu leurs hommes. Son nom est Snowman, répondit l'un d'eux. White Shark resta impassible,
demandant quel pouvoir ce nerf pouvait bien avoir pour éliminer 4 de leurs membres. Certains suggérèrent que tout cela pouvait être un piège et qu'il devrait rassembler plus de monde avant d'agir. White Shark écrasa son cigare. L'ordre est essentiel, dit-il. Même si on doit le tuer, il faut savoir comment le faire. Il avertit son groupe que collaborer avec la guilde de la justice sans précaution pourrait leur attirer des ennuis. Mais il ajouta que cette guilde n'était qu'un parasite qui feignait l'ignorance. Jung Won-cheol contrôle la guilde de la justice, mais il n'a aucun pouvoir réel à l'intérieur. Une fois que nous aurons étendu nos activités à Kongori, nous les absorberons toutes. Ce monde est magnifique. Même si vous poignardez quelqu'un en pleine rue, personne ne bouge. Alors qu'il parlait, des bruits de pas précipités retentirent. Un homme entra en criant que Jung Won-cheol voulait utiliser leur puissance. White Shark, intrigué, demanda des détails. La scène passa à la guilde de la justice. Un homme tombait au sol, vaincu. Yewo, debout, le regard déterminé, exigeait de savoir où se trouvait sa sœur Noel. Sa main commença à changer, et il entendit la voix de sa défunte Sae Yeok lui supplier de la sauver. Une forme spectrale s'accrocha à son dos, suppliant encore. Le visage de Yewo se durcit. Il frappa un homme, déclarant qu'il se fichait d'être maudit ou de ne plus pouvoir utiliser son bras. Peu importait le prix à payer, il sauverait sa petite sœur Noel. Il entendit un cri, surpris. Noel apparut, courant vers lui. Le chef de la guilde, Jung Won-cheol, se montra le visage agacé et s'exclama. Elle en fait tout un drame. Ton frère n'aurait pas dû venir ici semer la violence. Tu penses vraiment que le monde est aussi simple? Noel déclara qu'elle quittait cet endroit. Elle ne pouvait plus rester ici. Elle avait décidé de partir seule, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas avec Jung Won-cheol. Il lui expliqua qu'il ne pouvait accepter qu'une personne, au courant de tous leurs secrets, s'en aille sans sanction. Il trouvait qu'elle les prenait trop à la légère. Elle demanda ce qu'elle devait faire pour partir en paix. Jung répondit qu'elle devait jurer de ne jamais révéler ce qu'elle savait et lui verser 5000 pièces d'or, en remboursement de l'investissement qu'il avait mis en elle. Choquée, elle cria que c'était insensé et se demanda comment elle pourrait rassembler une telle somme. Jung, imperturbable, répliqua que la guilde de la justice priorisait le profit et que si elle ne pouvait pas payer, il la contraindrait à le faire. Il ordonna à ses hommes de la poursuivre. Désespérée, elle tenta de plaider sa cause, dénonçant Jung comme un menteur qui manipulait tout le monde pour son profit personnel. Personne ne parut surpris. Elle comprit alors que tous savaient déjà la vérité et faisaient semblant de ne rien voir. Jung, sarcastique, lui demanda si elle n'était pas prête à tout pour survivre, affirmant que le monde avait changé. Son frère, Yewo, l'interrompit, affirmant qu'ils allaient quitter cet endroit. Elle acquiesça, avouant qu'elle détestait cet endroit. Mais avant qu'il ne puisse partir, Yewo fut violemment frappé à la poitrine, tombant lourdement au sol. 2 hommes se jetèrent sur lui, ricanant et insultant. Yewo étant subissait les coups sans pouvoir riposter. Pendant ce temps, Jung Won-cheol attrapa Noel par le bras, lui demandant de rester calme avant qu'il ne perde son sang-froid. Mais elle cria, et dans sa rage, il prononça « droits égaux, coups égaux » avant de la gifler. Pendant ce temps, Yewo, allongé sur le sol, subissait toujours les coups. À bout de force, il tendit la main vers une épée. À cet instant, un parchemin apparut, indiquant que la main fantôme était désormais éveillée. Les 2 hommes furent pris de court, mais il était trop tard. Ils furent instantanément abattus. La main fantôme guida les mouvements de Jung, lui permettant d'agir avec une rapidité foudroyante. Alors que le silence retombait, tout le monde comprit qu'il était désormais plus fort. Jung leur cria d'aller chercher la guilde des prédateurs pour obtenir de l'aide. Noel, inquiète, appela son frère en courant vers lui. Mais Yewo, épuisé, ne voyait qu'une forme spectrale de sa défunte sœur, et se rappelant le jour où elle était tombée dans le vide. À ce moment, elle s'adressa à lui. Elle lui demanda de prendre soin de lui et de leur petite sœur Noel. Rongé par la culpabilité, il murmura qu'il ne pouvait pas entendre ces mots à cause de son propre poids intérieur. Il se releva lentement, se tenant devant Noel, déclarant que s'ils osaient la toucher, il les tuerait tous. Son épée tremblait entre ses mains. À ce moment-là, alors que Jung Won-cheol semblait dépassé, White Shark arriva, se moquant de la situation. Il s'adressa à Jung, lui reprochant d'avoir mal géré ses hommes. Jung tenta de se défendre, mais White Shark se tourna vers Yewo et l'observa un moment. « Ce n'est pas toi, le premier du classement, n'est-ce pas ?» dit-il en riant. Soudain, les meubles volèrent à travers la pièce lorsque White Shark lança son offensive. Malgré tous ses efforts, Yewo ne faisait pas le poids. Les attaques étaient beaucoup trop puissantes pour lui et il peinait à parer les coups de justesse.
White Shark écrasa sa tête contre un mur et, en souriant, se moqua de ses interrogations. « Pourquoi fais-tu tout ça? Si tu es si fort, pourquoi t'abaisses-tu » s'écria Yewo. Puis il continua en disant qu'il agissait comme un vrai méchant, ce à quoi White Shark rétorqua. « Et alors? Les méchants sont-ils forcément mauvais ?» White Shark continua en expliquant que dans ce monde, le bien et le mal n'avaient plus d'importance. Seule comptait la force, car seule la violence permettait de gouverner. À cet instant, Yewo serra son épée, la dirigeant vers White Shark, mais celui-ci la brisa d'un simple mouvement de doigt. La défaite semblait imminente pour Yewo lorsque quelqu'un frappa à la porte. White Shark s'interrompit et tous ceux à l'intérieur étaient perplexes. Seol déclara qu'il savait tout et qu'il était venu pour en finir. White Shark laissa tomber Yewo au sol et se retourna pour voir le nouvel arrivant. Un membre de la guilde ouvrit la porte. En entrant, Seol demanda à Yewo, l'appelant par son nom s'il se rappelait de lui. Ce dernier, confus, ne comprenait pas pourquoi Seol venait l'aider. Seol lui rappela qu'il n'était pas là pour sa requête, mais pour régler une affaire en suspens avant de partir. Alors qu'il saignait abondamment, Yewo se souvenait des mots de Seol. « Tu dois être celui qui sauve ta sœur. » Envahi par l'émotion, il éclata en sanglots, murmurant qu'il avait tout donné, mais que rien n'avait fonctionné. Seol déclara qu'il prenait Noel et Yewo avec lui, et exigea qu'on les laisse partir. Jung, furieux, lui demanda s'il avait perdu la tête. C'est alors que White Shark l'interpella, reconnaissant Seol comme étant Snowman, celui qu'il recherchait depuis longtemps. Il lui demanda s'il était responsable de la mort de Sangu et Jinkeol. Seol répondit qu'il ne l'était pas, mais White Shark insista, demandant comment il pouvait le croire. Sans perdre de temps, Seol demanda ce qu'il voulait. White Shark annonça calmement qu'il devrait mourir. Seol, imperturbable, déclara qu'il avait une question pour tous les présents. Il affirma qu'il savait tout ce qui s'était passé ici et demanda si quelqu'un souhaitait se repentir de ses péchés. Le silence régna. Seol hocha la tête et dit « Très bien ». Jung se tourna alors vers ses hommes, leur ordonnant de se débarrasser de lui. White Shark, déjà prêt à en découdre, se mit en position et accusa Seol d'être responsable de la mort de ses camarades. Il ajouta que son score était aussi privé, ce que Seol interpréta immédiatement. Seol leva les mains, révélant des yeux luminescents. Il invoqua alors Karuna et Jamad simultanément. White Shark reconnut instantanément Jamad, abasourdi, murmurant que c'était impossible. « Qui es-tu » demanda-t-il nerveusement. Voyant que White Shark avait reconnu Jamad, Seol d'une voix moqueuse l'appela. « Sais-tu ce que ça signifie, n'est-ce pas » Seol confirma que son score était également privé. En face de Jamad et Karuna, tous étaient confus et effrayés. Jung, réalisant le danger, rit nerveusement. Il proposa alors à Seol de rejoindre leur groupe, promettant un traitement privilégié. Il expliqua que le monde avait changé du jour au lendemain, plongeant les gens dans un chaos sans loi, mais transformant le danger en opportunité. Désormais, ce n'était plus la naissance qui déterminait le destin d'un individu, mais leur force à s'imposer. Seol l'interrompit, demandant pourquoi il s'arrogeait le droit de dominer tout le monde. Jung bafouilla, incapable de répondre, avant que White Shark ne prenne la parole pour dire que c'était simplement parce qu'ils étaient les plus forts, et que la force faisait la loi. Seol, en souriant, rétorqua que la violence pouvait aussi être conquise par la violence. White Shark accepta le défi, affirmant qu'ils seraient les plus puissants. Seol, indifférent, déclara qu'il s'en moquait. Il ajouta que sa question initiale sur le repentir avait déjà reçu une réponse, et que, mis à part Yewo et Noel, tout le monde dans cette pièce mourait. White Shark, furieux, s'abaissa dans une position offensive, qualifiant Seol d'arrogant et promettant qu'il rencontrerait sa fin aujourd'hui. Seol ordonna alors à Karuna et Jamad d'attaquer. Karuna bondit instantanément, décapitant plusieurs ennemis d'un seul coup, avant de poursuivre son carnage. Les hommes, paniqués, tentèrent de fuir, mais Jamad attrapa l'un d'eux et s'en servit comme projectile, projetant 3 autres contre un mur. Jung, terrifié, hurla à White Shark de l'arrêter. Ce dernier se rua sur Jamad, utilisant ses techniques Rock Smash et Tendrise pour le frapper au ventre et à la tête. Jamad resta impassible. Il attrapa alors le bras de White Shark, le qualifiant d'enfant incapable d'accepter son impuissance. Il lui expliqua que même un adulte devait savoir se soumettre lorsque la situation l'exigeait. Sans hésitation, il arracha les 2 bras de White Shark, le laissant dans un état pitoyable. White Shark supplia pour sa vie, mais Jamad, implacable, déclara que ce n'était pas de la violence, mais de l'ordre. Il lui broya la gorge, projetant sa tête à travers la pièce. Jung, horrifié, tenta de fuir, mais Karuna lui trancha la main alors qu'il atteignait une porte.
Yewo s'avança lentement vers lui. Tremblant, Jung cria, demandant pourquoi il faisait cela. D'un ton glacial, Yewo répondit « Je t'avais prévenu de ne pas toucher à ma sœur ». Jung commença à ramper, suppliant et implorant qu'on lui laisse la vie sauve. Il s'accrocha désespérément à la jambe de Séol, pleurant qu'il n'était pas le seul à agir ainsi. Il expliqua que tout le monde tentait de se dévorer mutuellement, dans un monde sans règles, et qu'il était lui-même une victime. Séol se rappela ce que l'informateur avait dit. Les seules fois où les gens interviennent, c'est lorsqu'un citoyen de Pandéa est tué, tandis que les joueurs obéissent à leurs propres règles. Séol, calme mais glacial, déclara que des règles seraient toujours créées. Cependant, il ajouta que cela importait peu, car il détruirait ces règles et en imposerait de nouvelles, forçant tout le monde à les suivre. Jung, en larmes, hurla que Séol était fou, qu'il n'était pas différent des autres et qu'il cherchait simplement à imposer sa volonté. Il le qualifia de monstre. Séol haussa les épaules, répondant qu'il pouvait bien être un monstre. Il se tourna vers Yewo et celui-ci s'exclama disant que Séol n'est pas le monstre ici. Puis, d'un coup précis, Yewo planta une lame dans la poitrine de Jung. Yewo, le regard fixé sur Jung Woncheol, ajouta « Là où tu te trompes, c'est que il n'est pas la violence. Il est l'ordre. » Dans le chat en ligne, les spectateurs devinrent frénétiques, acclamant Séol et multipliant les dons, ce qui lui fit gagner 400 points de folie. Sur les forums de discussion, des rumeurs circulaient déjà. La guilde des prédateurs et la guilde de la justice avaient été instantanément détruites. Certains attribuaient ces exploits à Yewo et sa sœur, bien que des désinformations circulaient, suggérant qu'il n'était pas directement impliqué. Quelques jours après, Yewo avait pansé ses blessures et se trouvait avec Séol. Séol se tourna vers Yewo, lui disant qu'il ferait appel à lui une prochaine fois. Yewo acquiesça, bien qu'il avouât qu'il ne savait pas à quel point il pourrait être utile. Séol lui répondit qu'il aurait besoin de lui et qu'il était heureux de savoir qu'il allait bien. Désormais, avec Yewo ajouté à sa liste d'amis, il pourrait le contacter peu importe où il se trouvait. Il promit également qu'à leur prochaine rencontre, la main fantôme aurait grandi en puissance et qu'il s'assurerait de le récompenser comme il se devait. 3 jours plus tard, Séol arriva à Nobira, une cité en ruine, choisie comme nouveau point de repos. Cependant, en raison de ce déplacement, les dés de la chance de voyage furent lancés. Lorsqu'ils tombèrent sur un 2, Séol comprit qu'il n'avait pas de chance. Cela signifiait que les aventures à venir seraient plus dangereuses, mais si elles étaient surmontées, elles offriraient d'immenses opportunités. Séol, un peu inquiet, observa la ville. Il murmura que les aventuriers expérimentés se préparaient toujours au pire, car changer de lieu sans la réputation adéquate pouvait coûter la vie sur un simple jet de dés. Regardant vers les ruines, il espérait que les aventuriers présents dans la ville ne soient pas trop dangereux. Puis il se rassura en se disant qu'avec Karuna et Jamad, il pourrait affronter la plupart des défis. En explorant la ville, il remarqua que Nobira était unique en son genre. C'était une grande cité située près des ruines de la grande forêt, et son économie locale reposait largement sur les chasseurs de ruines. Il entendit un homme rire, se vantant d'être revenu sain et sauf, expliquant que s'il avait laissé ses compagnons derrière, ils auraient été réduits en morceaux. Une femme, agacée, lui rétorqua qu'il ne devrait pas plaisanter et que la chasse aux ruines était une folie. L'homme répliqua que c'était précisément ce qui rendait cela attrayant. Entrer dans les ruines où des plus faibles revenaient vivants tandis que des plus forts pouvaient y trouver la mort s'ils faisaient une erreur. Séol, observant cette scène, conclut que Nobira était un lieu où les chasseurs de ruines, des transfuges spécialisés dans le combat, apportaient une bénédiction à la ville. Il supposa que la situation unique de Nobira avait permis une certaine harmonie entre ces transfuges et les résidents locaux de Pandéa. Décidant d'en savoir plus, Séol se rendit à l'association des aventuriers pour consulter les panneaux d'affichage. La majorité des annonces concernaient la chasse aux ruines, bien que quelques-unes évoquaient Borgo et des événements mystérieux survenus après sa disparition. Séol interrogea plusieurs personnes au sujet de Chaillot, mais personne ne semblait savoir de qui il parlait. Enfin, une femme lui expliqua qu'elle pensait savoir de qui il s'agissait. Elle se souvenait d'une jeune femme arrivée il y a environ un mois, qui agissait comme si c'était sa première fois dans cet endroit. Séol demanda poliment si elle pouvait donner plus de détails. Elle répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'il pourrait peut-être l'aider à retrouver sa mémoire. À ce moment, un parchemin, affichant plusieurs options de dialogue apparut. Voyant les options de dialogue, il lui tendit une pièce d'or. À cet instant, elle affirma se souvenir. Elle avait conseillé à cette personne de chercher une chambre dans un manoir que personne ne voulait. Elle expliqua qu'une famille entière y avait trouvé la mort, mais que le lieu était parfois loué à des étrangers. Cependant, elle n'était pas sûre si cette personne le louait ou s'y était installée illégalement. Séol se rendit au manoir et tenta d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Parmi les options disponibles que le système lui avait suggérées, il choisit de passer par une fenêtre brisée. À l'intérieur,
L'atmosphère était sombre, mais des traces récentes d'occupation étaient visibles, datant probablement de quelques semaines. Seol, convaincu que la maison était vide, invoqua Jamad et lui expliqua que cet endroit pourrait être la salle de recherche d'une personne nommée Chayo. Il demanda son aide pour la localiser. Jamad, un peu boudeur, se plaignit qu'il espérait quelque chose de plus important. Seol, amusé, se tourna vers Karuna et lui demanda s'il était toujours aussi silencieux. Karuna répondit que, dans les ruines, en tant que disciple, il n'avait personne à qui parler. Seol, curieux, continua à poser des questions sur les souvenirs de Karuna. Ce dernier expliqua que toutes ses mémoires d'avant son rôle de disciple étaient floues. Seol réfléchit à voix haute. En tant que premier à utiliser Karuna comme invocation, il y avait encore beaucoup à découvrir sur lui. Il se promit d'en apprendre davantage sur Karuna et Jamad, estimant que cela faisait partie du rôle de tout invocateur. Soudain, Jamad l'interrompit, annonçant qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ils entrèrent dans une pièce remplie de recherches. Sur un tableau, une liste de tâches importantes à résoudre attirait leur attention. Seol observa les lieux, notant que la plupart des documents étaient incompréhensibles et que leur contenu semblait manquer de logique. Pourtant, il y avait des indices. L'un d'eux mentionnait le laboratoire secret de Grise. Seol expliqua que Grise était un génie, autrefois une figure marquante de Pandéa. Pionnier dans le domaine de l'ingénierie mécanique et inventeur prolifique, il avait marqué le monde avec ses créations et percées technologiques. Cependant, parce que ses talents étaient très convoités, Grise avait établi plusieurs laboratoires secrets à travers le continent pour protéger ses recherches. Seol se remémora la seule fois où il avait rencontré Grise à travers l'un de ses personnages. Bien que leur échange fût bref, ils avaient passé un moment mémorable ensemble. Seol espérait maintenant pouvoir mettre la main sur une de ses inventions ou au moins un plan, bien qu'il sache que cela serait aussi dangereux que compliqué. Un parchemin apparut soudainement, indiquant que l'objectif principal de sa quête, intitulé « Invocateur disparu », avait changé pour devenir le laboratoire secret de Grise. La quête stipulait qu'il devait la compléter en solitaire. Il fut téléporté dans une forêt. Tout en avançant, il activa son don de perception et remarqua que les arbres semblaient différents des autres. Ils étaient trop identiques pour être naturels, ce qui confirmait que quelque chose avait été dissimulé ici. En progressant prudemment, son instinct détecta un danger. À sa gauche, il aperçut un oiseau mécanique perché sur un arbre. Seol comprit immédiatement. Grise avait toujours placé des dispositifs de surveillance autour de ses laboratoires secrets. Cependant, il ignorait comment s'en débarrasser. Plusieurs options s'affichèrent devant lui, mais aucune ne semblait idéale. Détruire l'oiseau était probablement la meilleure solution, mais un échec pourrait avoir de graves conséquences. Après un moment d'hésitation, il décida de confier cette tâche à Karuna. Karuna affirma que c'était tout à fait possible, rappelant qu'il était un elfe après tout. Karuna lança un couteau qui atteignit sa cible, un robot de surveillance. Puis Seol utilisa sa main de l'ombre pour récupérer la lame, tout en demandant à Karuna de continuer à détruire ses dispositifs jusqu'à leur arrivée au laboratoire. Ensemble, ils neutralisèrent plusieurs autres robots et finirent par atteindre l'entrée du laboratoire. La discussion dans le chat s'anima, certains se demandant pourquoi des éléments de science-fiction apparaissaient dans un univers supposément fantastique. Seol demanda alors à Jamad s'il pouvait ouvrir la porte. Jamad, avec son calme habituel, demanda s'il était acceptable de la briser. Seol, sans hésitation, lui dit de faire ce qu'il fallait. Le chat s'inquiéta, signalant que forcer une entrée pouvait activer des pièges. Pourtant, Jamad força la porte sans effort, ouvrant le passage. Seol expliqua que Grise, souvent décrit comme excentrique, travaillait dur sur ses inventions, mais certaines n'avaient jamais fonctionné et étaient laissées comme de simples décorations. À l'intérieur, Seol remarqua que quelque chose clochait. L'air semblait anormalement frais, comme si des plantes poussaient quelque part. En avançant, il trouva une note laissée par Chayo. Celle-ci indiquait qu'elle avait pris un objet qui l'intéressait. À cet instant, l'objectif de l'aventure changea. Il devait désormais récupérer ce qui se trouvait dans le laboratoire. Karuna lui montra d'autres notes contenant des questions existentielles. Qu'est-ce que la mort? Est-ce douloureux? Y a-t-il une vie après la mort? Seol conclut que ses recherches avaient été dirigées par Grise. L'une de ses inventions, le dispositif d'induction mortelle, permettait d'expérimenter la mort. Seol se demanda pourquoi Chayo avait pris un tel objet, avant de se résoudre à explorer davantage. Ils s'aventurèrent plus profondément dans le laboratoire, suivant des chemins qui ressemblaient à l'intérieur d'un vaisseau futuriste. Finalement, ils atteignirent le laboratoire 2. L'intuition de Seol s'activa, détectant une présence derrière la porte. Karuna donna un coup de pied pour l'ouvrir, révélant un robot endommagé qui répétait des erreurs.
Séol ordonna à Karuna de couper les lianes qui empêchaient le robot de bouger. Une fois libéré, l'appareil changea d'attitude, son œil passant du rouge au bleu. Le robot se présenta sous le nom d'Arta, directeur du laboratoire, et les accueillit chaleureusement. Séol, prudent, décida de jouer le jeu et prétendit être un invité. Arta lui expliqua que Grise était absent, mais qu'il pouvait visiter les installations. Lorsque Séol accepta la visite, Arta commença à expliquer que le laboratoire 2 avait été utilisé pour rechercher des contenants spirituels et qu'ils avaient réussi à créer un conteneur multi-attributs. Séol, stupéfait, réalisa l'ampleur de cette réussite, un exploit parmi les nombreuses réalisations de Grise. Arta poursuivit, expliquant que les esprits, souvent instables lorsqu'ils cohabitent, avaient été maîtrisés grâce à cette invention. Le chat explosa d'enthousiasme, admirant la témérité de Séol, alors qu'il avançait toujours plus profondément dans le laboratoire étrange et dangereux créé par Grise. Grise avait pourtant réussi à résoudre ce problème. Intrigué, Séol demanda comment il s'y était pris, mais Arta lui répondit qu'il ne savait pas. Séol trouva cela étrange, surtout venant du directeur du laboratoire. Arta précisa que son titre ne signifiait pas grand-chose, car toutes les recherches avaient été menées par Grise. Lui-même n'était qu'un simple assistant. Séol se pencha sur une série de recherches et demanda si elles concernaient une forme alternative pour le conteneur spirituel multi-attributs. Arta confirma que c'était une théorie en cours d'exploration, bien qu'elle ne soit pas encore prouvée. Cependant, Grise avait rarement tort, ce qui rendait son aboutissement probable. L'objectif serait d'insérer ce pouvoir dans une ceinture. Même si son porteur ne maîtrisait pas les pouvoirs spirituels, il pourrait les utiliser indirectement grâce à cet objet. Séol, stupéfait, déclara que c'était incroyable et demanda où se trouvait cette ceinture. Arta répondit qu'elle était censée être dans le laboratoire 2, mais qu'elle avait mystérieusement disparu. Séol réfléchit un instant, se remémorant les arbres et les lianes à l'extérieur. Il interrogea alors Arta sur le laboratoire 1. Arta expliqua que le laboratoire 1 était dédié à la recherche en biologie, principalement sur des aliments futuristes capables de résoudre le problème de la famine dans l'Empire. Ils y cultivaient des plantes robustes, capables de survivre dans les environnements les plus hostiles. Le centre de contrôle principal du laboratoire s'y trouvait également. Arta demanda à Séol s'il souhaitait s'y rendre. Ce dernier accepta, convaincu qu'il se passait quelque chose d'important là-bas. En chemin, Séol mentionna un nom, Milan. Arta, surpris, demanda si c'était celui d'une personne. Séol confirma, mais Arta précisa que ce nom n'avait jamais été enregistré dans le système. Le chat s'agita, se demandant qui pouvait bien être Milan. Milan était la dernière pièce que Séol avait formée, et il avait passé beaucoup de temps avec Grise. Milan, doté d'un savoir quasiment infini, inspirait Grise autant qu'il lui infligeait un complexe d'infériorité. Dans une discussion, Grise dernier avoua un jour à Milan qu'il n'avait jamais autant désiré la présence de quelqu'un. Mais Séol se ressaisit en se disant que ce n'était pas le moment de se laisser emporter par les émotions. Arrivés au laboratoire 1, ils découvrirent des lianes envahissant les murs. Séol demanda à Arta s'il était vraiment le seul être encore présent dans ce laboratoire. Arta répondit qu'il aurait dû y avoir plus de 20 assistants, mais Séol, sentant un mouvement derrière la porte, devina pourquoi il n'en avait croisé aucun. Derrière la porte, des plantes hostiles se dressaient, animées par une conscience collective. Une notification apparut, forme de vie proliférante rare détectée. Séol comprit alors que les plantes avaient utilisé leur esprit de ruche pour prendre le contrôle des golems de recherche. La créature attaqua immédiatement. Jamad bloqua un coup avec ses poings de pierre tandis que Karuna activa son pouvoir de clair de lune et trancha la branche, mais la branche tranchée se régénéra rapidement. Karuna tenta d'attirer l'attention de Séol sur la régénération de la plante, mais Séol l'interrompit, affirmant qu'il avait compris. Arta informa Séol qu'il allait essayer de restaurer sa mémoire. Séol en alerte lui pressa de se dépêcher car il manquait de temps face aux plantes. Après quelques ajustements internes, Arta retrouva ses souvenirs et expliqua que les plantes avaient grandi de manière excessive, coupant tout contact avec Grise. Arta révéla que ces créatures étaient vulnérables aux maladies, aux insectes et au feu. Cependant, brûler l'ensemble du laboratoire risquait de produire une fumée toxique sans échappatoire. Séol demanda alors à Arta s'il existait une alternative. Arta confirma qu'en atteignant l'unité de contrôle centrale, il pourrait activer un dispositif de réponse incendiaire à grande échelle. Séol demanda à Arta de répandre de l'essence. Le robot ouvrit son torse, dévoilant un réservoir qu'il utilisa pour asperger la zone. Karuna, quant à lui, dégaina son épée, prêt à combattre tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Séol alluma le feu tandis que Karuna démontrait une technique de souffle de flamme digne d'un épisode de Demon Slayer. Une partie du monstre ouvrit une immense gueule, et l'aventure,
jusque-là centrée sur le laboratoire secret, se transforma en une bataille au cœur de la forêt des golems endormis. Alors que le chaos s'installait, Séol rappela l'objectif principal, détruire les plantes et sauver autant de golems que possible. Jamad remarqua rapidement que le monstre semblait ralentir, peut-être par peur. Séol, pointant un golem envahi par les lianes, lui ordonna d'avancer pour le libérer. Jamad s'élança, arrachant les lianes avec une force brute. Artha expliqua que libérer les chercheurs emprisonnés permettrait de les mobiliser, mais qu'il nécessiterait une activation. Pour ce faire, il fallait répondre à une question posée par Grise. Une inscription apparut alors. Qui est le plus grand génie au monde et symbole d'intelligence? Grise, connu pour son narcissisme, figurait sur la liste. Séol, souriant, répondit immédiatement. Le golem s'anima, se présentant sous le nom des Alvar 23, prêt à assister Séol. Ce dernier réalisa que cette mission ressemblait à un jeu de stratégie où il fallait bâtir la plus grande armée possible avant d'atteindre l'unité centrale. Les libérations s'enchaînèrent, le 9e golem, puis le 10e. Finalement, Artha annonça qu'ils étaient presque arrivés. C'est alors que Jamad sentit un danger imminent. Une plante gigantesque surgit, attaquant directement Séol. Ce dernier esquiva de justesse tandis que Jamad, bondissant sur le dos de la créature, criait à Séol de continuer sans lui. La plante relâcha un pollen envoûtant, mais Jamad, adoptant une posture de combat sismique, tint bon. Séol, tout en avançant, se demanda pourquoi un tel monstre se trouvait au centre du laboratoire. Il cria à Artha qu'il devait rapidement établir la connexion, sinon tout serait perdu. Artha, tentant de reprendre le contrôle, déclara qu'une erreur critique empêchait la suppression automatique des données. Il demanda l'approbation de Grise, mais Séol, pressé par l'urgence, lui ordonna d'ignorer le protocole. Tandis que les golems tombaient un à un sous les attaques des plantes, Artha parvint à forcer l'autorisation. Les chercheurs encore fonctionnels activèrent leurs lance-flammes, brûlant les plantes qui commencèrent à se flétrir. Le monstre principal tenta de s'échapper, mais Jamad le poursuivit, arrachant ses racines une à une. La créature, désespérée, tenta de contrôler Jamad via son esprit de ruche. Sentant la menace, Jamad déclara qu'elle avait fait une grave erreur en essayant de le manipuler. Il cria à Karuna qu'il était temps d'agir. Karuna, entrant dans son état de pleine lune, libéra une aura lumineuse et trancha la créature en morceaux. Une explosion massive marqua la fin du combat. Tandis que le feu se propageait, le système d'extinction automatique s'activa. Une notification informa Séol qu'il avait vaincu la forme de vie proliférante, gagnant ainsi des points de compétence et de nouvelles compétences. Dans les débris calcinés, Séol découvrit plusieurs récompenses. La ceinture multi-esprit, encore au stade de prototype, ainsi que son plan de fabrication, une poudre de vitalité, une armure et de l'or. La ceinture offrait un bonus modeste, ce qui laissait le chat perplexe face à tant d'efforts pour un simple +2. Mais Séol, intrigué par le plan, commença à le lire. Une lumière dorée surgit alors, déclenchant une nouvelle aventure cachée. Bien qu'il n'ait pas prévu cela, Séol se dit que ses plans pouvaient attendre. Armé de sa nouvelle armure, il se prépara à affronter ce qui l'attendait, se réjouissant des bonus inattendus qu'il venait de recevoir. Le chat commença à se demander si tout cela en valait vraiment la peine, intrigué par l'air satisfait de Séol. Celui-ci déclara qu'il savait exactement où utiliser sa nouvelle acquisition et qu'il était très content de la tournure de cette aventure. Une fois les récompenses inspectées, il se dirigea vers le dernier golem toujours endormi sur le sol, se demandant quelles questions il allait devoir répondre cette fois. Lorsqu'il eut l'énoncé, il fut surpris. Qui était la première personne désirée par Grise? Milan figurait sur la liste des réponses possibles. Le chat, persuadé que la bonne réponse était évidemment Grise, s'agaça de voir Séol hésiter. Mais Séol se remémora les paroles de Grise à propos de son désir intense pour Milan et choisit cette réponse. La réaction du chat fut immédiate, accusant Séol de plaisanter. Pourtant, sa réponse s'avéra correcte, et le golem s'éveilla. Celui-ci, nommé Grim, le remercia pour sa libération et lui offrit des bottes nommées bottes de l'échappée belle. Ces bottes augmentaient la constitution de 4 points et la dextérité de 3, tout en permettant une évasion rapide en cas de danger, avec un délai de récupération de 24 heures. Curieux, Séol demanda des précisions sur leur fonctionnement. Grim expliqua qu'elles procuraient une accélération fulgurante lors de leur activation, bien que la durée de l'effet soit courte. Séol trouvait cela inquiétant, mais il admit que la possibilité de fuir une situation périlleuse valait le coup. Grim ajouta que ces bottes faisaient partie des inventions les plus récentes de Grise, qui avait toujours été passionné par l'ingénierie appliquée à des matériaux novateurs. Le golem Grim demanda à Séol son nom, mais Séol déclina l'offre de laisser son nom derrière lui.
et Grim, brillant de gratitude, le remercia une dernière fois avant que Séol ne disparaisse pour sa prochaine aventure. Peu après, Artha établissait une communication instable avec Grise. Grise répondit, demandant ce qu'il se passait. Artha lui expliqua tout ce qui s'était produit. L'éveil des golems, la défaite des plantes et le rôle central de Séol dans cette réussite. Intrigué, Grise s'interrogea sur la manière dont Séol avait pu répondre correctement à toutes les énigmes, y compris celles, piégeuses, liées à Milan. Artha avoua qu'il n'en avait aucune idée. Grise conclut qu'il n'y avait rien à faire, soulignant que Milan ne reviendrait pas non plus, avant d'annoncer qu'il visiterait bientôt le laboratoire avec un investisseur important. Artha acquiesça et se mit à préparer le site. Pendant ce temps, Séol entamait une nouvelle aventure, intitulée l'étude incomplète des couleurs. Le décor changea pour une cathédrale majestueuse et l'objectif devint clair, capturer ou éliminer autant de types d'esprits que possible. Dans ce monde, les esprits étaient des entités intelligentes issues de l'énergie naturelle concentrée, maniant les éléments et provoquant divers phénomènes tels que des incendies, des tempêtes de grêle ou des sécheresses. Séol disposait d'1 mois pour accomplir cette mission, faute de quoi il subirait un malus nommé honte. Trouvant cette durée inhabituelle et le nom de l'aventure inquiétant, il se mit en route, scrutant les environs. Alors qu'il progressait dans une forêt dense, Séol aperçut 2 individus au loin. Les 2 aventuriers le remarquant, se dirent qu'ils devraient juste continuer leur chemin, leur priorité étant l'achèvement de leurs propres objectifs. Séol comprit rapidement que les 2 individus qu'il apercevait au loin étaient eux aussi des transférés. Pourtant, cela ne signifiait pas qu'ils allaient coopérer. Dans certaines aventures, les transférés se retrouvaient en compétition, voire en conflit les uns avec les autres. Sans échanger un mot avec lui, les 2 étrangers continuèrent leur chemin. Séol, de son côté, détourna le regard, analysant la direction d'où il venait. Il murmura pour lui-même que ce qu'il cherchait devait être par là. Il se dirigea vers un comptoir de réception où une jeune femme l'accueillit. « Bienvenue au bureau de réception de la tour de magie d'Aquarius. Vous êtes l'aventurier de Nobira venu prêter main forte ?» demanda-t-elle. Séol acquiesça, et elle continua en se plaignant à demi-mot qu'il y avait bien trop d'aventuriers ces derniers temps. Après lui avoir demandé sa carte d'identification, elle la lut attentivement avant de s'arrêter net. « Attendez, vous vous êtes enregistré à Kongori ?» dit-elle, l'air surpris. Lorsqu'elle vit son nom, elle étouffa un cri de stupeur. Son collègue, intrigué, s'approcha et lui demanda si elle avait découvert une contrefaçon. Mais elle secoua la tête et répondit « Non, c'est bien un vrai. Ce nom, c'est Snowman. » Le collègue, tout aussi surpris, s'écria « Attendez, c'est lui qui a défait la tribu des trolls de la montagne. » Séol haussa les épaules. « Je ne suis pas sûr de ça, mais je me souviens les avoir affrontés. » Les 2 réceptionnistes échangèrent un regard, puis la jeune femme ordonna à son collègue de chercher quelque chose rapidement. Séol, observant la scène, se dit que sa renommée récente, notamment grâce aux exploits qu'il avait accomplis avec les 5 frères, commençait à avoir un impact. Bien que la célébrité prenne du temps à se construire à travers des aventures souvent difficiles, il en constatait enfin les bénéfices. Désormais, même les mages arrogants de Pandéa semblaient changer d'attitude en sa présence. Le collègue revint avec un conteneur d'esprits amélioré, précisant qu'il s'agissait d'un modèle rare réservé aux personnes dignes de confiance. Séol, bien que reconnaissant, refusa poliment, expliquant qu'il possédait déjà un conteneur. Ils insistèrent pour l'examiner et l'enregistrer. Lorsqu'il leur montra la ceinture qu'il utilisait, ils furent stupéfaits. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda l'un des réceptionnistes. Séol hésita avant de répondre. « C'est compliqué. La personne qui me l'a donné préfère rester discrète. » Après un moment d'examen, il déclara que l'objet était authentique et en bon état, tout en murmurant que seul un véritable expert pouvait créer un tel artefact. Une fois l'enregistrement terminé, Séol pénétra dans la forêt. Il se rappela des avertissements sur des récents cas de disparition parmi les aventuriers venus aider. Ils expliquèrent que les recherches seraient retardées en raison d'une surcharge de travail liée à la période critique de la tour. Séol comprit qu'il devait compter uniquement sur lui-même pour survivre. Il nota également que la montée en puissance des esprits posait un problème plus grave que prévu. Alors qu'il observait les environs, il remarqua que le sol, fissuré à plusieurs endroits, dégageait une chaleur inquiétante. « On dirait que cette forêt est sur le point de mourir », murmura-t-il. Si les esprits continuaient à agir sans contrôle, la destruction de la grande forêt semblait inévitable. 3 jours passèrent, et Séol comprit pourquoi on lui avait donné 1 mois pour accomplir cette mission. Il avait envoyé Karuna et Jamad en éclaireur pendant qu'ils se reposaient, mais même eux n'avaient pas réussi à localiser ou capturer un esprit. L'immensité de la forêt compliquait chaque étape de leur quête. Bien que la pierre barrière les protégeât des monstres les plus dangereux,
Pénétrer plus profondément risquait d'aggraver la situation. Alors qu'il se remettait en marche, une légère brise chargée d'énergie attira son attention sur sa gauche. Il tourna la tête et distingua 2 petits esprits cachés derrière un arbre. « Je les ai trouvés », murmura-t-il avec un sourire. Pourtant, dans le chat qui suivait ses aventures, une mise en garde apparut rapidement. « Ne les suivez pas, Snowman ». Séol avait 5 options devant lui, mais après réflexion, il estima que seuls les 3e et 4e valaient la peine d'être considérés. Les autres semblaient si mauvaises qu'il préféra ne pas s'y risquer. D'autant plus que, même en essayant de communiquer avec ces options improbables, il était limité par sa méconnaissance de leur langue. Finalement, il se décida à les suivre. L'un des esprits qu'il observait commença à enlacer un arbre avec une étrange tendresse, bientôt imité par un second. Séol, intrigué, se demandait ce qu'il faisait. Puis, à sa grande surprise, l'un d'eux vint agripper sa jambe, comme s'il l'avait confondu avec un arbre. Inquiet mais attendri, Séol se dit qu'il s'occuperait d'eux comme s'ils étaient ses neveux et nièces. Au fil des jours, il apprit à les connaître. Il le suivait lorsqu'il marchait et veillait près de lui lorsqu'il dormait. Un jour, l'un des esprits courut jusqu'à une zone de terre morte et se mit à tapoter le sol. À chaque contact, des fleurs éclosaient instantanément. Séol regarda, émerveillé. La grande forêt était autrefois si riche en eau, pensa-t-il. Pour qu'elle en arrive à cet état, cela ne peut être que la faute d'un autre esprit. L'un des esprits verts, visiblement fatigué, saisit le bras de Séol et le tira doucement vers son compagnon. Ce dernier portait une couronne de fleurs qu'il déposa sur la tête de Séol. Celui-ci sourit, envahi par une nostalgie douce et apaisante. Cela me rappelle les moments où je lançais les dés, loin du monde d'éternité, ou les instants passés à échapper à des champs de bataille sauvages, murmura-t-il. Ces simples plaisirs lui rappelaient pourquoi il avait choisi de se retirer des intrigues centrales pour profiter d'aventures plus sereines. Les souvenirs de ces 5 aventures périlleuses refirent surface. À l'époque, il était trop concentré sur sa survie pour en mesurer l'impact. Mais ces expériences avaient laissé une empreinte plus profonde qu'il ne l'imaginait. Il réalisa également que, grâce au temps passé avec ses esprits verts, sa propre force spirituelle avait augmenté, tout comme sa résistance aux attaques mentales. Ce n'était pas prévu, mais il l'accepta avec gratitude. Lorsque Séol demanda aux esprits vers s'ils souhaitaient l'accompagner, ils hochèrent la tête avec enthousiasme. Avec un geste théâtral, il dévoila sa ceinture. Les 2 esprits sautèrent dedans sans hésitation. Alors qu'il vérifiait l'état de sa ceinture, il se rappela les instructions de Grise. La ceinture nécessitait au moins 3 types d'esprits différents pour révéler son véritable potentiel. Il savait qu'il devait se hâter d'en capturer davantage. Pendant ce temps, dans la forêt, un groupe d'aventuriers soupirait de découragement. Une semaine entière à chercher des esprits sans en trouver un seul. Peut-être qu'on se trompe de méthode, dit l'un d'eux. Alors qu'ils continuaient à marcher, une aura oppressante les figea sur place. Ils dégainèrent leurs armes, le cœur battant. Ce n'est qu'un animal, tenta de rassurer l'un d'eux. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un hurlement déchirant retentit. De retour à son camp, Séol, après avoir capturé un esprit vert, réussit également à attraper un esprit orange. Mais en 5 jours, seuls 2 esprits avaient rejoint sa ceinture. Il devait accélérer. Sous le ciel nocturne, il leva les yeux en espérant apercevoir l'esprit violet, réputé pour n'apparaître que la nuit. Un bruissement dans les bois attira son attention. Il se tourna, sur ses gardes, se demandant si sa fameuse armure scénaristique venait de s'activer. Une silhouette apparut, une femme tendant la main vers lui. « N'ayez crainte, dit-elle doucement. J'ai vu votre feu et espérais me réchauffer. » Séol lui proposa une place près des flammes. Elle le remercia et expliqua qu'elle s'était perdue. Lorsqu'elle lui demanda où se trouvait son groupe, il répondit qu'il était seul. Elle se présenta comme Séorion et lui demanda son nom. Le chat, qui suivait les aventures de Séol, se mit à le chambrer, l'appelant par divers surnoms. Dans le chat, ils remarquèrent le nom de Séol comme étant Gang Séol, ce qui signifiait chute de neige en coréen. Un bruit sourd les interrompit. Séorion, tendu, demanda à Séol s'il avait entendu. Il acquiesça. Cela ressemble à plusieurs esprits, murmura-t-elle. Avant qu'elle ne panique, il l'apaisa en expliquant qu'il avait allumé le feu pour les attirer. Des esprits rouges apparurent, des lapins de feu, plus gros que ceux qu'il avait déjà vus. Pourtant, ils étaient inoffensifs tant qu'on ne les attaquait pas. L'un d'eux s'assit calmement près de Séorion, tandis que d'autres se rapprochèrent de Séol, visiblement fatigués. Séol leur proposa un endroit pour dormir et leur montra sa ceinture. Les esprits, après un échange de regards, sautèrent dans la ceinture. Il sourit, satisfait. Séorion, surprise, réalisa que sa ceinture était un conteneur à esprits.
Avec ces nouvelles captures, la ceinture changea de couleur et révéla une partie de son potentiel. Elle augmentait désormais la force, la dextérité et la constitution de Séol de 10 points chacune. Mais il restait encore beaucoup à faire pour la rendre encore plus puissante. Séol reçoit un don de 300 points de folie, et tout le monde se demande ce qui se passe. Les dieux spectateurs s'interrogent également sur l'étrangeté de la ceinture qu'il possède. Séol examine alors la compétence bénédiction des esprits et se demande si cela pourrait être une sorte de bouclier. Il réfléchit à son utilité pour contrer les attaques magiques. Bien qu'elle ne soit efficace que contre des sorts de faible à moyenne puissance, cette compétence se distingue par le nombre d'éléments qu'elle peut bloquer. De plus, les dégâts qu'elle peut absorber augmentent en fonction des esprits qu'il a capturés. Séorion, curieuse, lui demande si elle peut toucher sa ceinture. Il refuse fermement. Intriguée, elle s'exclame. Comment un conteneur d'esprit peut-il être aussi petit? Séol l'ignore et propose de prendre le premier tour de garde pour qu'elle puisse se reposer. Séol observe les notes de Grise qui expliquent qu'une fois 3 types d'esprits différents capturés, la ceinture révélera ses véritables capacités. Il précise que Séol aurait tout intérêt à les collecter lui-même, bien qu'il semble occupé. Les explications de Grise soulignent qu'il n'a aucune intention de débattre des théories non prouvées. Séol lit que la ceinture a été conçue pour fonctionner avec des esprits de faible rang. Les instructions détaillent donc uniquement les moyens de capturer ces derniers. Les esprits suivants sur sa liste sont les esprits blancs et les esprits d'ombre. Séorion, plongée dans son sommeil, est agitée, comme si elle faisait des cauchemars. Séol note que ces 2 types d'esprits sont bien plus rares que les autres. En raison de leur tempérament hostile, les conteneurs nécessaires pour les capturer sont d'un design totalement différent. Grise explique qu'il faut épuiser ces esprits avant de pouvoir les capturer de force. La méthode consiste à leur administrer un solvant spirituel, un véritable poison pour eux. Contrairement aux autres esprits, généralement dociles, les esprits blancs et les esprits des ombres sont volontairement agressifs et cherchent à éliminer tout ce qui les entoure. La scène change. Un groupe d'aventuriers se trouve dans un champ de fleurs. Ils sont surpris de découvrir des esprits blancs, cachés là depuis tout ce temps. Parmi eux se trouve un homme corpulent, surnommé Wu Chul. Il raconte qu'il a failli mourir à cause d'eux et promet d'expliquer comment il les a trouvés. Alors qu'ils observent, un esprit blanc s'élance et attrape la main d'un des hommes. Ce dernier, intrigué, se demande ce que l'esprit fait et plaisante en imaginant qu'il veut danser. Mais rapidement, sa main commence à lui paraître étrange et il s'effondre au sol. Ses compagnons tombent également, tandis qu'il comprend, trop tard, que l'esprit avait pris la forme de Wu Chul pour les tromper. L'homme succombe à ses blessures, la pluie battante s'intensifiant autour d'eux. Plus tard, dans une forêt sombre, la foudre frappe un arbre et Séorion pousse un cri. Séol la réprimande doucement, lui disant que cela pourrait effrayer les esprits. Elle s'indigne, arguant que sa réaction est normale dans une telle situation. Elle demande ensuite s'il est possible que les esprits s'en prennent à eux s'ils sont effrayés. Séol répond que oui. Un autre éclair illumine le ciel, mais cette fois, Séorion se contient. Séol l'avertit qu'un esprit est proche et lui explique qu'elle ne court aucun danger tant qu'elle reste immobile. Un esprit élémentaire de la foudre apparaît alors et demande qui ils sont. Une pression étrange envahit les lieux. Des options de conversation apparaissent devant Séol, affichant des options de réponse. Grise, dans son manuel, mentionne que les esprits de foudre sont parmi les rares esprits capables de converser. La plupart de leurs préoccupations sont triviales, mais si on les aide, ils peuvent devenir de précieux alliés. Séol choisit une option et engage la conversation avec l'esprit de foudre, qui lui demande s'il est vraiment capable de l'aider. Séol, analysant son comportement, déduit que l'esprit de foudre a effectivement besoin d'aide, même si lui-même semble hésitant à l'exprimer. L'esprit élémentaire de la foudre invite alors Séol à le suivre pour découvrir son problème. En chemin, Séorion, essoufflée, se plaint de la situation. Elle n'a pas réussi à suivre l'esprit élémentaire de la foudre malgré ses efforts et s'interroge sur ce qui les attend dans la grotte qu'ils atteignent. Séol, de son côté, croit avoir deviné la nature du problème. À l'intérieur de la grotte, ils font face à un yéti. Séorion s'écrie que c'est sûrement très dangereux. Séol la rassure en précisant que ce yéti n'est pas ordinaire. Il est contrôlé par un esprit de glace nommé Frozy, perché sur son épaule. L'esprit de la foudre explique que Frozy est méchant et refuse de quitter son territoire, malgré ses injonctions. Séol se dit que le yéti, aux yeux de l'esprit de glace Frozy, ne serait qu'un enfant. Il demande à l'esprit de foudre ce qu'il attend de lui. L'esprit de foudre explique qu'il a besoin de mener une épreuve de force contre le bébé de Frozy. Cependant, étant faible, il n'a aucune chance de le battre. Séorion, perplexe, demande ce que signifie une épreuve de force.
Séol suppose que cela pourrait ressembler à un bras de fer. L'esprit de foudre acquiesce, et Séol accepte de l'aider, à condition qu'il puisse demander une faveur en retour s'il parvient à vaincre Frozy. L'esprit de foudre accepte l'offre et part consulter Frozy. Séorion, choqué, s'interroge. « Tu vas vraiment te battre contre ce Yéti ?» Réfléchit Y à 2 fois. Elle ajoute qu'elle le pensait plus averti sur les esprits. Séol ne fait pas attention à ses protestations, trouvant ses remarques trop bruyantes. L'esprit de foudre revient avec la réponse de Frozy. Elle accepte les termes, confiante de ne pas pouvoir perdre. L'esprit de foudre, quant à lui, s'excuse, doutant également des chances de succès de Séol. Séol, serein, rassure l'esprit de foudre. Il décide d'utiliser son propre allié, Jamad, pour le duel. Jamad, visiblement agacé, soupire. « Je ne peux pas croire que je dois participer à quelque chose d'aussi ridicule. » Séol lui rappelle que leur vie est en jeu. À contre-cœur, Jamad accepte et se dirige vers le Yéti. Il lui tend la main en annonçant qu'il s'apprête à la planter dans le sol. Le Yéti, effrayé, reste immobile. Frozy installe une table pour le bras de fer, et l'esprit de foudre fait le décompte. Prêt ? Partez. Le duel commence. Le Yéti exerce une pression suffisante pour faire craquer la table, mais Jamad, immobile, reste inébranlable. Déterminé, il demande à Séol s'il doit prolonger le combat. Séol secoue la tête. En un instant, Jamad abat le bras du Yéti contre la table avec une telle force qu'elle se fissure. Le Yéti se retrouve avec la main enfoncée dans le bois. Séol, légèrement irrité, lui reproche d'avoir été trop loin. Jamad réplique que le Yéti n'est pas blessé, mais qu'il lui faudra du temps pour libérer son bras. L'esprit de foudre, soulagé, remercie Séol pour son aide et promet de tenir sa part du marché. Il demande ce que Séol attend de lui. Séol montre sa ceinture et l'invite à le rejoindre. Malgré une certaine tristesse visible, l'esprit de foudre et Frozy respectent leurs promesses et intègrent la ceinture. Celle-ci s'améliore encore, passant à 5 esprits, tout en augmentant la sagesse et l'intelligence de Séol de 10 points chacun. Le Yéti, enfin libéré, s'enfuit en courant, terrifié. Séorion remarque que la ceinture de Séol émet à nouveau une lumière étrange et des sons inhabituels. Fascinée, elle s'exclame « C'est incroyable !» Séol, satisfait, se dit à lui-même que, maintenant qu'il a capturé les esprits les plus agressifs, les prochains ne devraient poser aucun problème. Curieux, Séol demande à Séorion pourquoi il ne la voit pas capturer des esprits. Elle avoue qu'elle a brisé le conteneur d'esprits qu'on lui avait confié et qu'il est trop tard pour faire demi-tour. Séol, compréhensif, suppose qu'elle prévoit de rester avec lui jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer en sécurité. Il se dirige ensuite vers une cascade. En chemin, Séol observe des esprits bleus jouant dans l'eau. Contrairement à l'esprit de foudre, ces esprits ne présentent aucun danger. Alors qu'il s'approche d'eux, il lui lance de l'eau. Une série d'options apparaît devant lui, et il choisit de jouer avec eux. Les esprits rient, et Séorion, surprise, avoue qu'elle pensait qu'il se mettrait en colère. Après un moment, Séol demande aux esprits bleus s'ils veulent le rejoindre. Ils acquiescent joyeusement et entrent dans sa ceinture. Plus tard, alors que la nuit tombe, Séorion engage la conversation, lui demandant s'il a des nièces ou des neveux, car il semblait si doué avec les esprits. Séol lui révèle qu'il est orphelin et qu'il jouait souvent avec les plus jeunes à l'orphelinat. Elle s'excuse d'avoir abordé un sujet délicat, mais Séol, impassible, répond que ce n'est pas grave. Il avoue toutefois qu'il n'était pas très bon avec eux et qu'il a fait pleurer plus d'un enfant à cause de son visage intimidant. Séorion rit et lui demande s'il a déjà pensé à le changer. Séol plaisante, affirmant que, s'il avait pu le faire facilement, cela aurait été réglé depuis longtemps. Alors qu'ils continuent de discuter, Séol devient soudain attentif. Il demande à Séorion de se taire, car quelque chose approche. La tension monte, et dans l'obscurité, un esprit violet nommé Coupe apparaît. Séol, surpris, admet avoir passé d'innombrables nuits éveillées dans l'espoir de le croiser. Maintenant qu'il est là, il est temps de le capturer. Séol demande simplement à l'esprit s'il souhaite le suivre. Celui-ci hoche la tête, acceptant. Séol constate que cet esprit, bien que le plus difficile à trouver, est le plus facile à capturer. Coupe rejoint alors sa ceinture. Aussitôt, celle-ci commence à briller et à tourner sur elle-même. Surpris, Séol et Séorion observent le phénomène. Elle lui demande si tout va bien avec la ceinture. Séol réalise qu'il se passe quelque chose d'anormal lorsqu'un immense rayon lumineux jaillit vers le ciel, révélant toutes les couleurs de la ceinture. La ceinture, désormais transformée, devient un véritable chef-d'œuvre, renommé Arc-en-Ciel. Sa qualité passe à celle d'un trésor, augmentant toutes les statistiques de Séol de 15 points. Le chat s'emballe.
Séol commente que cette ceinture n'a jamais été ordinaire, mais qu'elle ressemble maintenant à un véritable artefact. Séorion pousse un soupir de soulagement, admettant qu'elle avait craint qu'elle n'explose. Séol s'excuse et avoue qu'il ignore encore beaucoup de choses sur la ceinture. Elle lui confie qu'elle pensait que c'était un simple conteneur d'esprit et lui demande où il l'a obtenu. Séol, esquivant la question, change de sujet. Il remarque les blessures sur son corps et lui demande comment elle les a eues. Séorion explique que c'était la nuit où ils se sont rencontrés. Elle raconte qu'elle était anxieuse de n'avoir capturé que très peu d'esprits. Poussée par cette frustration, elle avait décidé d'aller plus profondément dans la forêt, accompagnée d'une autre fille de son âge. Elles s'étaient rencontrées par hasard et étaient devenues amies, partageant la même situation. Le récit de Séorion devient sombre. Elle se remémore comment elles étaient tombées sur un monstre qui s'était introduit dans la grande forêt. Bien qu'elles aient réussi à le vaincre, son amie avait été grièvement blessée. Elle se souvient de son regard et de ses dernières tentatives pour lui dire quelque chose avant de succomber. Les mots étaient restés incomplets, laissant Séorion hanté par l'idée que son amie voulait lui faire porter la responsabilité de sa mort. Séol, calmement, tente de la réconforter. Il lui explique qu'il est impossible de savoir ce que son amie voulait dire. Peut-être cherchait-elle au contraire à lui dire que ce n'était pas de sa faute et qu'elle était une bonne personne. Séorion rit légèrement, se moquant de l'usage du passé dans ses paroles. « Tu insinues que je ne suis plus une bonne personne maintenant ?» Séol reste silencieux, préférant ne pas répondre, ce qui la fait sourire. Elle admet qu'elle commençait tout juste à penser qu'il était quelqu'un de bien. Le lendemain matin, Séorion tente de se souvenir du chemin à suivre. Séol, un brin sceptique, lui demande si elle est sûre de sa direction. Elle lui demande un moment pour réfléchir. Patiente, elle finit par trouver un indice. Séol, lui, philosophe sur la nature des esprits, expliquant qu'il ne change jamais de territoire sans raison. Séorion, taquine, commente que son ton donne l'impression qu'il se plaint. Il rétorque que tout cela est subjectif et l'encourage à continuer sa recherche. Alors qu'ils avancent, Séorion évoque une conversation avec son amie, où cette dernière avait mentionné avoir aperçu des esprits blancs. Cela laissait penser qu'il existait plus de 8 types d'esprits ayant traversé la barrière. Séol s'interroge sur ce qu'elle appelle les « esprits blancs ». Séorion assure qu'elle sait à peu près où ils se trouvent et propose d'y aller. Séol, motivé par la perspective d'améliorer encore sa ceinture grâce à ses propriétés évolutives, accepte malgré les risques. Cette nuit-là, un éclat lumineux apparaît dans le ciel. Séorion s'exclame. « C'est ici, tu le vois ?» Séol acquiesce, réalisant qu'il a enfin trouvé Vanta, un esprit bien plus complexe et dangereux que les autres. Séorion est émerveillée, admettant qu'elle doutait de leur existence. Séol, quant à lui, se rappelle que les écrits de Grise expliquaient à quel point Vanta et Chaise sont différents. Leur structure énergétique unique et leur incapacité à chasser seuls les rendent redoutables. Pour survivre, ils consomment l'énergie des autres créatures, en particulier des humains, ce qui provoque souvent la rupture des barrières dans le monde physique. Alors qu'il s'approche, Séol aperçoit un groupe de 3 personnes qu'il reconnaît vaguement. Séorion propose de s'approcher en éclaireuse, profitant de sa rapidité. Séol accepte, mais sa tentative d'infiltration échoue lorsqu'elle marche sur une branche qui craque. Un esprit détecte sa présence et commence à la suivre alors qu'elle tente de s'échapper. Séol remarque que, bien que Séorion ait marché sur une branche et attiré l'attention de la Vanta, l'esprit ne s'approche pas d'elle. Elle atteint un autre groupe et commence à discuter avec eux. En se retournant, elle crie à Séol que tout semble sûr de son côté, que les esprits n'attaquent pas. Mais Séol la fixe d'un regard grave et refuse de la rejoindre. Intriguée, elle lui demande pourquoi. Il lui répond que l'endroit reste dangereux. Elle insiste, lui rappelant qu'elle vient de traverser sans encombre et n'a pas été attaquée. Mais Séol ajoute une question troublante. « Pourquoi n'as-tu pas d'ombre » Séorion, décontenancé, lui demande ce qu'il raconte et pourquoi il agit si étrangement. Peut-être s'est-il blessé à la tête? Mais Séol, implacable, lui explique que les esprits blancs, bien que souvent perçus comme inoffensifs, restent dangereux. Il évoque leur leader, les chaises, capables de voler l'apparence d'autres êtres. Ces esprits, bien que rares, sont des chasseurs cruels. Ils se glissent dans des groupes affaiblis, usurpent l'apparence et les souvenirs d'un membre mort, et mènent ainsi le reste de la troupe vers une embuscade tendue par les Vanta. Il existe 2 façons de croiser un shade, soit lorsqu'un membre d'un groupe vulnérable se sépare et meurt, soit lorsqu'une personne voyage seule. Si cette dernière est plus faible que le shade, elle est tuée sur le champ. Sinon, le shade imite un cadavre pour instaurer une confiance trompeuse avant de l'amener dans un piège. Séol, d'un ton glacial, répète alors sa question. Quand est-ce que Séorion est morte? À ces mots,
Séorion commence à trembler. Elle tente de nier, mais son apparence change rapidement. Un sourire tordu se dessine sur son visage, et sa voix prend une tonalité étrange. Une notification apparaît. Il s'agit de Chaise, l'ombre noire, un esprit rare de Rambos. Séol se rappelle des avertissements qu'il avait reçus avant d'entrer dans la forêt. Les magiciens lui avaient parlé de disparitions mystérieuses, causées par des vantas et des chaises chassant ensemble. Il savait que ces esprits étaient intelligents et cruels. Pour ne pas éveiller leurs soupçons, il avait feint l'ignorance, simulant une confiance aveugle et une naïveté calculée. Les notes de Grise avaient explicitement indiqué que les chaises n'ont pas d'ombre. Mais Séol savait aussi que les confronter directement à ce détail les ferait fuir, empêchant ainsi de localiser le groupe de Vanta. C'est pourquoi il avait attendu le moment propice. Chaise éclate de rire, se moquant de Séol. Elle raille son audace, affirmant qu'il n'est qu'un imbécile. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.